Bah, je t'ai laissé discuter, je vous ai laissé discuter tous les trois parce qu'il y avait une discussion sérieuse. Dans un vrai débat là. Ah, ben. Tu veux des feuilles blanches ou C'est pas moi. Ça va, Marie? Ouais, je vous voulez. Bonjour, Marie-Leigh, c'est moi qui ai mis la table ronde. Vous mettez-vous là, je vais me mettre là, c'est très bien. On va pas côté pendant la table ronde. Tu vas bien? On va reculer sur le ouais, c'est ça. Vous avez des. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Ok. Bonjour à tous. Marie Lebec, députée des Yvelines, trésorière du parti, et c'est moi qui vais aujourd'hui animer cette table ronde. Je vous remercie d'être très nombreux et très intéressés visiblement par ce sujet au vu de cette salle qui est pleine à craquer. J'espère que tout le monde a pu trouver une place. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde qui va nous permettre de débattre d'abord dans un premier temps de table ronde avec les ministres et Monsieur Camara, et puis ensuite en échange direct avec vous sur comment renouer avec notre promesse d'émancipation. Pour débattre de ce sujet, nous accueillerons donc Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique, et également notre secrétaire général délégué aux idées pour Renaissance, Madame la ministre Prisca Thévenot, chargée de la jeunesse, du service national universel, conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2021 et précédemment une de mes collègues à l'Assemblée nationale en tant que députée des Hauts-de-Seine élue en 2022, et Monsieur Moussa Camara, président fondateur de l'association Les Déterminés. Et vous avez récemment publié un ouvrage intitulé Déterminés, comment on s'en sort. Et donc outre les ministres qui présenteront à la fois les résultats de ce que nous avons fait, l'ambition pour continuer à favoriser l'émancipation de la jeunesse, mais aussi de l'ensemble de nos concitoyens, vous nous apporterez un témoignage très concret de votre expérience, de comment vous êtes justement émancipé. Et donc, nous avons eu la chance de vous accueillir à l'occasion des journées parlementaires du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines de ça. C'était une conférence très intéressante, donc je ne doute pas que ça viendra parfaitement s'inscrire dans le débat que nous avons ce matin. Peut-être un mot d'introduction pour vous rappeler que dès 2017, la notion d'émancipation, c'est quelque chose que nous avons cherché à porter dans notre programme. C'était à la fois faire une société où nous avons brisé un certain nombre de carcans, de contraintes, de problèmes, la rendre plus souple, plus fluide, permettre à chacun d'y trouver sa place et d'exprimer son talent, mais aussi une société qui accompagnait le plus fragile pour l'aider justement à s'émanciper, à sortir de la dépendance, parfois d'une situation économique, parfois du milieu dans lequel il était né, parfois du quartier où il était né. Aujourd'hui, l'émancipation, on utilise peut-être moins ce terme, mais on a des résultats qui, je crois, doivent être valorisés, doivent être portés, doivent être défendus. Et en un mot très rapide, mais chacun d'entre vous pourra y revenir plus en détail. Je voudrais d'abord parler des hommes, des humains, et dire que ce soit de la petite enfance jusqu'à l'étudiant, et Prisca en dira
un mot plus en détail, nous avons permis à chacun de s'émanciper, de ne pas rester bloqué dans la condition où il est né. Je pense à la petite enfance avec le plan les 1000 premiers jours. Je pense à la division des classes de la maternelle au CE1 dans les quartiers les plus fragiles pour passer à 12 élèves dans certaines classes. Je pense à l'accompagnement devoir fait au collège. Je pense à la réforme du baccalauréat pour faciliter l'orientation des élèves. Je pense aux très beaux et très bons résultats en matière d'apprentissage que nous pouvons avoir et qui permet au fond à chaque étudiant à se préparer le mieux possible à l'entrée dans la vie professionnelle, à découvrir ce qu'est la vie professionnelle, à savoir si le parcours d'orientation qu'il a décidé a bien fonctionné. Tous ces résultats, ils se traduisent aussi par une réussite économique dont je crois nous devons être fiers. Trop souvent, nos oppositions, et en premier lieu desquelles le RN, essayent de faire croire que, au fond, ce bilan économique serait presque une évidence. Aucun effort n'aurait été fait par le président de la République, par Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie depuis 6 ans, par l'ensemble des députés, mais aussi de tous ceux qui ont agi en faveur de la transformation économique de notre pays. Les combats que nous avons menés, les résultats dont nous bénéficions aujourd'hui, le fait que nous soyons à 7% de chômage, que nous visions les objectifs de plein emploi, le fait que pour la 4e année consécutive, le pays soit le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers, devant nos concurrents habituels que sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, et ce malgré un certain nombre de crises que nous avons pu connaître et traverser. Tout ça est la preuve que la transformation économique, l'émancipation de chacun, le fait que chacun puisse trouver sa voie, trouver l'emploi dans lequel il veut s'épanouir, tout ça, ce sont des réussites. Ce sont des réussites dont, je crois, tant pour les sujets liés à la jeunesse que pour les sujets liés à l'emploi, nous devons être fiers, que nous devons défendre. Et puis l'émancipation, c'est aussi l'émancipation par la culture, c'est aussi l'émancipation sur les questions de logement. Tous ces débats que nous pourrons aborder avec vous par la suite. Je ne voudrais pas faire une introduction trop longue pour que nos invités et participants de cette table ronde puissent avoir le plus possible la parole, mais ce que nous voulions vous dire, c'est que l'émancipation, c'est au cœur de notre projet. Nous avons un certain nombre de réussites dont nous allons parler, et nous avons aussi des perspectives pour poursuivre cette logique d'émancipation, parce que c'est vraiment le cœur du projet porté par le président de la République. Peut-être pour et vous expliquer comment va se dérouler cette table ronde, et puis pour nos invités également, on évoquera d'abord le chemin parcouru depuis 2017. J'en ai brossé un tableau rapide, mais je ne doute pas que vous aurez des choses à dire. Nous parlerons ensuite de ce qui est au cœur de notre promesse d'émancipation et de la politique que nous menons pour les jeunes, pour la formation, pour le travail, pour l'entrepreneuriat. Nous évoquerons les chantiers qu'il reste à mener pour renouer avec cette promesse d'émancipation, la poursuivre, la rendre toujours plus concrète pour nos compatriotes. Et enfin, bien sûr, il y aura un temps d'échange avec vous, et j'imagine que vous aurez soit des témoignages, soit des questions pour nos invités. Peut-être en première question, si vous êtes prêts, mesdames et messieurs les ministres, monsieur Camara, peut-être pour toi, cher Bruno, le chemin parcouru depuis 2017, comme je l'ai dit, il est très important, des réformes profondes que nous avons pu engager. Quel est le regard que tu portes sur ces 6 années et sur le bilan pour lequel tu es en partie maître? Merci Marie. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir préféré la salle obscure au beau soleil de Bordeaux. Pour tous ceux qui pensent que Renaissance n'est pas suffisamment mobilisé, ben, vous voir, vous êtes totalement, pleinement mobilisés. Donc un immense merci, vous pouvez vous applaudir vous-même, vous le méritez. Et promis, vous pourrez profiter des 30 degrés de Bordeaux d'ici quelques heures cet après-midi. En tout cas, je veux remercier Marie d'animer cette table ronde, remercier Prisca d'être à nos côtés. Je suis sûr que ce sera une grande ministre après avoir été une grande parlementaire. Et remercier mon ami Moussa Camara, à qui je souhaite plein succès pour la publication de son livre et qui nous a beaucoup aidé sur la loi Industrie verte. Je vais être très rapide pour poser le décor. Je pense que ce que nous avons réussi avec le président de la République, c'est très simple. Nous étions dans une société bloquée, une société de l'impossible. Nous sommes, en un peu plus de 6 ans, passés à une société du possible. Nous avons mis derrière nous le spectre du chômage de masse. Et je pense qu'on peut tous en être très fiers.
2 millions d'emplois créés, un taux d'emploi aujourd'hui à 74% qui est le plus élevé que la France n'ait jamais connu depuis 50 ans, des usines qui rouvrent, de l'espoir qui renaît, des postes d'ouvriers partout à travers la France. Les plus jeunes d'entre nous ont oublié ce que nous avons connu, nous qui avons des cheveux blancs. Une société française dans laquelle le chômage était une angoisse permanente. La perte de son emploi était une inquiétude. Et l'avenir de ses enfants ou de ses petits-enfants y était sombre. Parce qu'on se demandait s'ils allaient pouvoir être embauchés, avoir un CDI, commencer à louer un logement et démarrer dans la vie. Nous avons écarté cela avec les mesures du président de la République et nous avons fait de la France la société du possible. C'est un merveilleux accomplissement et je pense qu'il nous entendra qu'on peut applaudir le président de la République pour tout ce qu'il a engagé avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour parvenir à ce résultat. Maintenant, qu'est-ce qui reste devant nous? Et je vais reprendre le terme de Moussa que j'aime beaucoup. Il va falloir faire preuve maintenant de beaucoup de détermination. On est arrivé à 7% de taux de chômage. Ça a demandé des réformes courageuses, l'assurance chômage, la réforme des retraites, sur lesquelles on ne peut pas dire qu'on était beaucoup soutenus par les uns et par les autres, comme quoi nous sommes la seule majorité courageuse et responsable possible dans cette nation. Mais il va falloir encore plus de détermination pour lever les obstacles qui sont devant nous, qui vont nous permettre de parvenir de 7 à 5% de taux de chômage, ce qui ne s'est pas vu depuis 50 ans. Et je vais être très clair avec vous, j'ai en règle générale un franc-parler, nous n'y parviendrons pas à politique constante. Nous devrons prendre un certain nombre de décisions, que nous avons d'ailleurs commencé à engager dans un certain nombre de domaines. Le premier, c'est tout ce qui est assurance chômage, rémunération, assistance des personnes qui n'ont pas de travail, RSA, allocation de solidarité spécifique. Sur tous ces sujets, il va falloir faire en sorte que le travail paye plus que la redistribution. Et il reste du travail à faire. Et ça va nous demander beaucoup de courage. Parce que dans le fond, c'est certains fondamentaux de la société française qu'il faudra remettre en question. Qu'il y ait des filets de sécurité, oui, mais qu'on puisse vivre mieux en France des revenus de la redistribution plutôt que de son travail, ça, c'est pas acceptable. Et il nous reste du boulot à faire pour établir de la justice entre les droits et les devoirs. Deuxième orientation, sur lesquelles Gabriel Attal est maintenant totalement engagé, la ministre des Universités aussi, c'est tout ce qui est orientation et qualification. Comment est-ce qu'on oriente mieux et qu'on informe mieux nos enfants sur les possibilités qui s'offrent à eux, sur ce qui sont des voies d'excellence et sur ce qui sont des voies de garage? Moi, je pense que dès la 5e, il faut que nos enfants puissent avoir accès à des métiers industriels pour les découvrir, faire des stages, qu'ils aient un horizon beaucoup plus large des possibles économiques français qui sont considérables dans tous les domaines. Je pense que ce qui a été fait sur le lycée professionnel, consistant à donner le taux d'employabilité à la sortie des filières, moi je mettrais aussi le niveau de rémunération, c'est indispensable. On s'apercevra qu'il y a des titres prestigieux comme formation en conseiller commercial international. À la sortie, vous êtes au chômage ou à un niveau de rémunération très faible. Mais apprenti boucher, vous sortez avec un salaire en moyenne de 2 500 € net par mois et vous avez 3 offres d'emploi pour une personne. Je pense que ce n'est pas mauvais de donner cette information à nos jeunes pour qu'ils s'orientent mieux et qu'ils aillent vers les emplois où il y a du travail et de la bonne rémunération. Et ce qui est fait au lycée pro doit être fait aussi dans les universités. Moi, je souhaite que dans les universités, il y ait une taux de transparence totale, filière par filière, sur le taux d'employabilité à la sortie, le niveau de rémunération et les débouchés qui sont offerts. Deuxième sujet sur lequel il faut que nous avancions et que nous avancions rapidement. Le troisième, je pense qu'on peut faire pas mieux, beaucoup mieux. C'est l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas d'émancipation si l'émancipation n'est que masculine. Elle doit être masculine et féminine. Et l'égalité femmes-hommes doit rester au cœur des combats de notre majorité. Je l'ai dit il y a quelques jours, j'étais à Big, qui est le rassemblement de tous les jeunes entrepreneurs de la tech. Je leur ai dit, ce que vous faites est formidable. On avait dit 25 licornes en 2025, on en a 30 en 2023. Donc vous êtes hyper successful, comme on dit en bon français. Tant mieux pour vous. Mais enfin, il y a quand même un point noir,
c'est que les entreprises de la tech, il n'y a que 9% de femmes parmi elles. Donc nous devons nous battre pour la parité, nous devons nous battre pour l'égalité salariale, et aucune femme en France ne doit perdre de l'avancement ou de la rémunération parce qu'elle a fait le choix d'avoir des enfants et de les élever pendant quelques mois. C'est indispensable. Et là-dessus, il reste du chemin à faire. Enfin, toute dernière réflexion, et je m'arrête là, il faut bien qu'on mesure qu'au-delà de toutes ces décisions qui seront prises sur l'assurance chômage, sur le RSA, sur l'orientation, sur l'égalité femmes-hommes, dans le fond, l'émancipation, c'est quoi? C'est devenir soi-même et pas un autre que soi-même. C'est devenir ce qu'on veut être au plus profond de soi-même. C'est vivre ses rêves. Et ça demande aussi une révolution culturelle que nous devons porter, nous, la majorité au pouvoir. Une vraie révolution culturelle qui consiste à dire que les cases, les boîtes dans lesquelles la société française met les gens sont obsolètes et dépassées. C'est dire haut et fort que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Et qu'on peut réussir aussi bien comme artisan que comme avocat, profession libérale ou médecin. Qu'on peut être un grand boucher, un grand boulanger, un grand sportif, et s'être émancipé beaucoup plus que si on avait suivi une voie qui, soi-disant, sur le papier, est très bien, et qui, en fait, ne correspondait pas à vos talents, et vous aurait mené nulle part. Là, en quelques jours, j'ai fait, pas 4 rencontres, c'est des personnes que je connais depuis longtemps, mais je vais les citer pour vous montrer ce que c'est que l'émancipation, la capacité à vivre ses rêves, avec l'intelligence de la main, qui est une intelligence créative, imaginative, qui est dévalorisée en France, alors qu'elle devrait être au plus haut niveau de ce que nous respectons. Le premier, Eric Kaiser, boulanger de son état. Il a démarré à 16 ans. Il a un empire de la boulangerie partout en France, en Europe, et à New York, il a la plus belle boulangerie de la ville. Est-ce que ce n'est pas un exemple de réussite d'un artisan qui a fait de sa main un succès professionnel et un succès économique exceptionnel? Philippe Etchebest, puisqu'on est ici à Bordeaux, qui démarre comme menuisier, qui devient un grand cuisinier, une personne respectée, une des personnes les plus aimées des Français, tout simplement parce qu'il vit sa passion de la cuisine. C'est un artisan. Il n'est pas avocat, il n'est pas profession libérale, il n'a pas suivi les chemins qu'on indique trop souvent en France, il a suivi, pas le chemin qu'on lui a dit, son chemin à lui. Troisième exemple, c'est un ami, il vient d'Évreux, il est beaucoup plus jeune que moi, il est pilote de F1, Esteban Ocon. Tout le monde le connaît, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un champion de F1, réputé dans toutes les courses de Formule 1, réputé partout à travers la planète. Il vit ses rêves, il est sportif, il est allé au bout de son émancipation. Et un dernier, que j'ai vu il y a quelques jours pendant la semaine de la mode, qui s'appelle Simon Jacquemus. Une star absolue de la mode. Ses parents, ils faisaient quoi? Ils étaient maraîchers dans le sud de la France, à Salon de Provence. Lui, il aurait dû devenir maraîcher. Et il s'est dit, moi, je veux faire autre chose. J'ai du talent, je suis créatif, je suis imaginatif, j'aime la mode, j'aime les fringues, je crée ma boîte. Il a 30 ans, il a une boîte de mode réputée à travers le monde, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et quand on lui demande ce qu'il veut devenir, il dit, moi, je vais être le prochain Christian Dior. Et bien, c'est ça la France. Et c'est ça l'émancipation. Merci, Monsieur le Ministre. Cher Prisca, peut-être fraîchement arrivé, mais il y a un bilan important sur la jeunesse, peut-être sur lequel il serait bon de revenir, de rappeler les grandes lignes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quels sont peut-être les combats que vous allez porter, incarner pour favoriser l'émancipation de la jeunesse? Merci beaucoup, Marie. Rebonjour à tous les deux. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Je pense que nous savons tous tout ce que nous avons fait depuis 2017. Nous avons fait énormément pour l'émancipation dès le plus jeune âge, avec effectivement l'obligation d'école à partir de 3 ans, avec le dédoublement des classes que nous avons porté fièrement et qui continue à faire partie de notre bilan et de notre action au quotidien. Nous avons porté un certain nombre de mesures pour permettre effectivement une meilleure connaissance des filières professionnelles, non pas simplement d'excellence comme on les rappelait avant, mais surtout celles qui permettent effectivement de déboucher sur un travail qui permet d'avoir effectivement son chemin à soi et pas un chemin qu'on essaierait de nous imposer. Tout cela, Bruno, tu l'as répété de façon très claire, mais en réalité, j'ai plus un message à vous adresser à vous.
Le chemin que nous avons pu parcourir ensemble à nos différentes positions, que ce soit en tant qu'élu local, que ce soit en tant que parlementaire européen, député national d'hier ou député national d'aujourd'hui, en tant que secrétaire d'État, en tant que ministre, en tant que président d'association. Eh bien, nous avons permis tout cela, toutes ces actions concrètes dont aujourd'hui nous pouvons porter fièrement le bilan. Nous l'avons permis parce que nous avons permis la meilleure des émancipations. Et je parle de l'émancipation du monde politique lui-même. Souvenez-vous d'où nous venons. Nous sommes en réalité tous des militants. Peu importe la casquette que nous portons à un instant T, nous sommes tous des militants. Avec nos enjeux personnels, nos défis personnels, qui ont toujours permis de nous rappeler que ce que nous portions n'était pas simplement pour nous, pour flatter des égos, mais bien pour porter des idéaux. Loin des discours populistes dans lesquels nous sommes noyés aujourd'hui, nous rappelons que oui, nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut ou ce qu'on voudrait entendre, mais ce qu'on doit entendre. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et je le dis vraiment avec la plus grande admiration de l'action que vous menez au quotidien. C'est pas toujours facile d'aller sur les marchés, c'est pas toujours facile de porter des vœux dans les conseils municipaux en étant le seul peut-être élu d'opposition. Ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'être dans son cercle familial ou amical, on se dit tout, on est entre nous, hein, ou à la pause café dans l'entreprise, et de rappeler tout ce qu'on fait, loin des discours populistes. Ce n'est pas toujours facile. Alors oui, il y a l'ensemble des actions qu'a rappelé Bruno. Mais ces actions-là, nous devons continuer à les raconter dans un récit que nous portons depuis le début. Je ne parle pas d'histoire, je parle bien de récit. Ce récit, c'est celui de continuer à participer à l'émancipation du monde politique. Sans l'émancipation de ce monde politique, nous ne pourrons plus rien faire. Et certains, et vous savez a priori de qui je parle, feront à notre place. Ils sont prêts, ils sont là. Ils ne sont pas partout dans les campagnes, mais ils sont là. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu revenir aux premiers mots qu'un certain candidat à l'époque nous disait. Nous devons plus que jamais faire vivre le cœur battant du militant. Nous sommes tous des militants. Nous avons tous des choses à raconter. Des choses que ce monde politique, jusqu'à présent, ne portait pas lui-même. Et donc, nous devons tous être en mesure de nous rappeler que nous avons bouleversé nos quotidiens personnels pour pouvoir faire pour les autres. Mais pour cela, nous ne devons pas nous oublier. Et la première des émancipations, il faut l'accepter, c'est la nôtre. Et je le dis avec une attention particulière, une émotion particulière devant un homme inspirant, bien évidemment Bruno, tu en es un, et aussi Moussa, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons aussi nous rappeler que nous avons des acteurs locaux très importants autour de nous, qui sont le monde associatif. Ce monde associatif que nous connaissons tous, peu ou prou, qui s'est rappelé à nous récemment, au mois de juillet, qui a permis à notre pays de tenir. Et il faut le rappeler aussi, oui, les forces de l'ordre étaient là, oui, la justice était là, mais oui, aussi et surtout, notre tissu associatif a tenu. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, merci de les applaudir. Il faut que nous puissions nous rappeler de toutes ces personnes qui agissent souvent dans l'ombre. Vous en faites partie. Vous êtes là et je suis très contente de voir beaucoup de visages déjà connus, puis d'autres pas connus. Ça montre que nous sommes toujours force d'attraction. Mais nous devons aussi de temps en temps regarder à côté et voir les acteurs du quotidien qu'ils sont eux. Merci à tous les deux. Et je pense que c'était une introduction intéressante pour revenir sur ce qui avait été fait, parce qu'après 6 ans, on a tendance à oublier le cœur de notre projet, les nombreuses réformes qui ont été engagées. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est d'avoir votre regard, Moussa Camara, un regard extérieur. Et peut-être depuis 2017, est-ce que vous trouvez que des choses ont changé dans la société? Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Et peut-être comment est-ce que vous percevez ces transformations? Bonjour à tous. C'est une première pour moi d'intervenir au sein d'un parti politique. Mais c'est intéressant et c'est vrai que parfois on entend souvent que les gens sont désengagés de la politique. Et quand je vois une salle comble ici, ça me rassure. Et voilà, déjà, je suis très content d'être aux côtés de Bruno et Prisca, que je connais très bien.
Et moi, pour ma part, depuis 2017, avec Les Déterminés, qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'emploi, partout en France aujourd'hui, c'est plus de 1 millier de personnes accompagnées, plus de 10 000 sensibilisés, plus de 700 entreprises créées. Et en tant qu'entrepreneur, voilà, j'ai un regard assez extérieur, mais aussi très concerné par la question. Beaucoup de choses ont avancé depuis 2017, mais aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas réussir seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des acteurs comme nous, on est aussi autour de la table pour pouvoir essayer de trouver des réponses, des solutions. Mais ce qui est important de garder, c'est qu'on a aujourd'hui une société qui se fracture de plus en plus, où il y a 2 blocs qui se confrontent. Et pour moi, j'ai toujours pensé la politique qui était quelque chose qui réconciliait les mondes et qui donne surtout un cap et un message d'espoir pour les nombreux Français dans notre pays. Et parfois, c'est ce qui a manqué depuis 2017, c'est qu'on est rentré parfois dans des enjeux un peu plus politiques et on a oublié parfois de redonner ce message de renouveau. En plus, c'était la promesse qui avait été, c'était le renouveau, qu'on allait revoir un peu. Et tout de suite, on est parfois rentré un peu dans un système qui est très compliqué à faire bouger parce que de l'intérieur, parfois, on pense avoir les leviers, mais il faut carrément changer les mentalités, changer un peu l'état d'esprit. Et c'est vrai que nous, avec Les Déterminés, à travers toute la France, on a la chance d'être autant dans les quartiers que dans les villages, que dans les territoires périurbains. Et on traverse le pays partout, quoi. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. Et en fait, on voit une certaine dynamique de la part des jeunes, mais parfois, trop souvent, ils se sentent bloqués par quelque chose. Ils pensent que dans le pays dans lequel ils sont, ils pensent qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas réussir. Et nous, notre enjeu, c'est que, vous avez parlé de voies de garage, je trouve qu'il y a encore trop de voies de garage un peu dans notre pays, et il faut plus de pistes de décollage. C'est ce qu'on essaye de faire avec Les Déterminés. C'est ce qu'on essaie de faire avec Les Déterminés. Mais pour réussir, le plus important, c'est le symbole. Le symbole est hyper important de pouvoir faire en sorte de redonner la promesse que peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, où vous êtes né, que dans le pays dans lequel on vit, on peut quand même s'en sortir parce qu'on a mis des outils en place et on a pu faire en sorte que ça soit un tremplin pour pouvoir réussir. Moi, quand je vois des jeunes qui quittent notre pays pour aller à l'étranger parce qu'on n'a pas su leur donner la possibilité de réussir, ici, c'est encore un travail qu'on a encore à faire. Et ça, pour moi, c'est un combat qui me tient énormément à cœur. Je veux que n'importe où, qu'on soit dans un quartier, d'un village, ou qu'on ait des diplômes ou pas de diplômes, que quand on a un projet en tête, peu importe l'âge, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on puisse se dire que dans notre pays, on peut réussir. Et ça, c'est pour ça que le message, il est hyper important, de porter des messages positifs. Moi, voilà, j'ai écrit un livre où, dans ce livre-là, on ne se plaint pas, on n'attend pas. On ne peut pas tout attendre du politique. Il faut que chacun puisse s'engager à sa manière. Et s'engager à sa manière, il y en a, ils ont décidé l'action politique, qui est une action collective. Il y en a, ils ont décidé l'action associative. D'autres, ça va être l'entrepreneuriat. Mais dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour améliorer la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est hyper important. Si on arrive à faire en sorte que les gens ils se parlent, que les gens ils s'ouvrent. Moi, quand je crée mes programmes, je ne les fais jamais à l'intérieur des quartiers. Je les fais toujours à l'extérieur, dans les cœurs des villes, là où il y a l'espace économique. J'ai besoin que les gens sortent de leur quotidien, puissent rencontrer des gens qui n'ont pas la même vie qu'eux, n'ont pas forcément le parcours. Parce que dans l'échange, parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de points communs. Et ce qui fait en sorte que les gens ne se parlent pas. Et pour moi, c'est ça, sur les 4 prochaines années, qu'il faut réussir à faire, c'est de rassembler les gens, de fédérer. Et ça se fait pas que dans les discours, c'est l'action. Comment on fait, quel symbole on met, qu'est-ce qu'on propose, de quelle manière on le fait. Et on parle d'émancipation, l'émancipation écologique. Pour moi, l'émancipation dans certains territoires, elle est économique. Parce qu'on peut tout apporter socialement, mais si les gens ne trouvent pas de travail, si les gens, quand ils développent une entreprise, ils n'arrivent pas forcément à s'en sortir, etc., on n'arrivera pas. Et c'est pour ça que pour moi, je dis toujours que le levier économique est un puissant levier pour pouvoir faire en sorte que les gens réussissent socialement.
quand vous donnez du travail, aujourd'hui, nous, on accompagne des entreprises. Pour parler, Yasmine qui est arrivée chez nous avec une idée de création d'une boîte pour créer une grosse plateforme de restauration pour des femmes qui voulaient aller dans la cuisine. Elle a vu que son projet allait être très compliqué, elle a pivoté, et elle s'est dit, attends, moi, pendant le confinement, je me faisais livrer que par des hommes. Et je me demandais où sont les femmes dans ces métiers-là. Donc, elle décide de changer de projet. Elle crée son entreprise, Midi Pile. Et derrière, elle crée la première plateforme de transport du dernier kilomètre de livraison pour les personnes, avec une promesse d'être une femme et de recruter 50% de femmes chauffeurs-livreurs. Aujourd'hui, elle a 170 salariés. Et en 2 ans et demi, elle a développé son entreprise. Elle a créé 170 emplois. Et aujourd'hui, c'est 170 personnes qui vivent de sa société et qui permet à des familles de mieux éduquer leurs enfants parce qu'ils ont eu cette indépendance économique, cette émancipation économique et qui a changé tout un écosystème là où elle a créé sa boîte. Et c'est ça aussi les entreprises qu'on accompagne. C'est des gens pas qui veulent juste créer une entreprise, mais qui veulent aussi avoir un impact dans leur environnement dans lequel ils sont. Je vous laisse boire, mais à vrai dire, ma prochaine question était pour vous également. Vous avez parlé du message. Peut-être aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux jeunes lycéens qui réfléchissent à leur orientation professionnelle, aux jeunes entrepreneurs qui démarrent et qui ont envie justement de créer son entreprise. Quels sont vos combats principaux en termes de valeurs? Vous nous avez parlé beaucoup du message que vous portiez. Qu'est-ce que vous dites maintenant aux jeunes quand on parle de valeur? Pour moi, la valeur qui est importante, c'est la valeur du travail, qui est hyper importante. Moi, toute ma vie, quand j'étais plus jeune, on me disait on travaille bien à l'école. Mes parents me disaient travaille bien à l'école si tu veux avoir un bon travail. Partout, à chaque fois que tu voulais quelque chose, on disait le travail c'est important. Partout, même ceux qui ne travaillaient pas à l'époque, moi je me rappelle dans mon quartier, il y avait des plus grands qui me disaient ouais, allez travailler les jeunes, eux-mêmes ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Mais ils nous disaient d'aller travailler, donc la valeur du travail était hyper importante. Et du coup, pour moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il n'y a rien sans rien. Vous voulez avoir quelque chose, il faudra travailler, peut-être parfois même plus que les autres. Donc la valeur de travail, c'est hyper important. Mais derrière, la promesse du travail doit être importante. Moi, quand Bruno m'a demandé de participer au groupe de travail pour le projet de loi Industrie verte, c'était un nouveau monde pour moi, mais j'ai extrêmement appris et j'étais passionné par ce qu'on pouvait faire bouger comme chose en participant à un groupe de travail pour une proposition de loi future. Et du coup, les propositions qu'on a faites, avec Astrid Panossian-Bouvet qui m'a accompagné dans cette mission qu'on a copilotée, ce groupe, ça a été de faire des propositions assez intéressantes. Déjà l'information, le manque d'information, le fait que, moi c'est pour ça que je rejoins Bruno quand il dit qu'il faut qu'on ait une visibilité sur les opportunités d'emploi à la sortie du lycée pro. C'est pour ça que la réforme du lycée professionnel, je trouve que c'est une très bonne réforme et qu'il faut pousser, qu'il faut qu'elle soit vraiment accompagné et soutenu par tous, parce que plus on aura... moi, j'ai fait le lycée pro. J'allais au lycée pro sans forcément avoir d'avenir professionnel derrière. En nous mettant au lycée pro, mais nous, on savait que c'était une voie de garage. C'était une voie où on n'avait pas forcément de perspective d'évolution de carrière. On faisait des filières où il n'y avait aucun débouché derrière et c'était très compliqué. Donc déjà de débloquer cette situation et de faire en sorte, moi si on m'avait dit que finalement on fait une filière électrique, fait une filière maintenance, soudeur et derrière c'est sûr et garanti que tu aurais du travail, ces filières ils étaient vus comme des filières de cancre. Si tu vas là-bas, tu as un petit cassos, attention, il faut, tu vas mal finir. Et du coup c'était cette promesse-là. Or qu'en vrai, tous ceux qui sont allés loin dans ces études-là, aujourd'hui, ils ont un boulot, ils sont sortis des cours, ils sont très très bien payés, et finalement, même certains, ils se sont lancés dans leur entreprise parce qu'ils avaient cette compétence-là. Mais nous, on ne nous l'a pas informé, tout ça. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est hyper important dans les valeurs où il faut aussi informer sur les débouchés d'emploi. Valeur travail, valeur d'engagement aussi. C'est important d'être engagé. Moi, le fait d'avoir créé une première association à 20 ans,
J'ai aussi la chance de créer ma première entreprise à 20 ans dans les télécoms et dans l'informatique. Ça a été un pied à l'étrier qui m'a permis en fait de rencontrer plein de gens, de sortir un peu. J'avais pas confiance en moi, j'étais un peu bloqué et je me sentais pas capable de faire des choses que je fais aujourd'hui. Et finalement, cet engagement-là m'a permis de rencontrer des gens différents, d'avoir beaucoup plus d'ambition sur ce que je voulais faire et aussi de participer à cet effort collectif en m'engageant pour les autres. Et ça c'est hyper important. Donc moi, quand je vois des jeunes, je leur dis travaillez beaucoup, engagez-vous quand vous pouvez vous engager, peu importe la forme d'engagement. Hein. Tous les engagements sont bons à prendre parce que ça vous apprend. Et derrière, c'est comment vous arrivez à créer des opportunités. Donc restez pas cloisonnés dans votre quartier ou dans votre village, sortez, rencontrez des gens, discutez, rentrez dans des associations, faites-vous accompagner. Et du coup, pour moi, voilà, c'est un peu les clés que je vois constamment un peu partout à travers les projets que je porte dans toute la France. Merci pour ces mots inspirants et je voudrais vous remercier d'avoir parlé des villages parce qu'effectivement, souvent on parle des quartiers, mais en fait quand on parle de la ruralité, on sait aussi souvent qu'il n'y a pas forcément à proximité la même offre universitaire, la même diversité, que parfois c'est aussi un sacrifice financier plus important que de devoir, quand on habite dans la campagne, dans des territoires peut-être moins bien reliés, d'envoyer son enfant faire ses études dans une grande ville. Et donc je voulais vous remercier d'avoir cité ces mots. Je voudrais dire aussi, souvent, pardon, je vous redonne la parole juste après, mais peut-être souvent, et la question s'adresse à Bruno, on a cette image toujours un peu de dire ah oui mais les quartiers quand on rentre dans des réseaux illégaux de trafic de drogue, parfois on va mieux gagner sa vie. Et je voudrais parler du travail parce que je trouve que c'est très courageux de dire la question centrale c'est le travail, mais aujourd'hui je pense que pour un certain nombre de nos concitoyens il faut que le travail ça paye, il faut que la rémunération suive, et c'est un combat sur lequel je crois le gouvernement est très engagé. On avait réfléchi sur cette question à l'occasion de la loi Pacte sur la participation, enfin simplifier les mécanismes de participation. Quels sont les combats qu'on peut porter pour que justement aujourd'hui, quel que soit le travail qu'on choisit, quelle que soit la voie professionnelle qu'on va choisir, on puisse garantir à nos concitoyens que quand ils vont travailler, ils vont être rémunérés à leur juste valeur. Je rejoins totalement ce qu'a dit Moussa. La valeur cardinale pour notre pays et pour notre majorité, ça doit être le travail. C'est comme ça qu'une nation grandit, qu'elle réussit, qu'elle garantit sa prospérité. Une deuxième remarque que je veux reprendre de ce qu'a dit Moussa, qui est essentielle dans la pratique politique. Le gouvernement ne peut pas réussir seul. Et l'idée que vous auriez un gouvernement qui déciderait, imposerait les choses aux gens, et que le peuple suivrait aveuglément, le doigt sur la couture du pantalon, ça existait peut-être et encore au XVIIIe siècle, mais certainement pas en 2023. Et en règle générale, ça ne finit pas très bien quand on n'écoute pas suffisamment le peuple, ses attentes, ses préoccupations, ses inquiétudes. Nous avons gagné la première bataille, qui est de se rapprocher du taux d'emploi le plus élevé possible. Je redis que la deuxième bataille qui est devant nous, c'est le plein emploi. Et si ça n'est pas arrivé depuis 1972, c'est que structurellement, la société française, et je vais aller plus loin, le modèle social français est organisé pour qu'on puisse ne pas travailler si nécessaire. Et nous devons transformer ce modèle pour qu'il y ait un filet de sécurité et pas la possibilité de ne pas travailler. Et la troisième chose sur laquelle nous devons nous engager, tu as totalement raison, c'est la meilleure rémunération du travail. Mais on n'est pas ici pour faire comme les extrêmes, proposer à tous demain qu'on rase gratis ou que nous allons fixer les salaires. L'État ne fixe pas les salaires, sauf ceux de la fonction publique. Mais il faut le rappeler, parce que certains vous disent qu'il n'y a qu'à indexer les salaires sur l'inflation. Formidable. Vous aurez 1 ou 2 points de taux de chômage en plus dès le lendemain, parce que vous aurez des rémunérations trop élevées par rapport à la productivité du travail. Donc ça ne marchera pas. Je reviens à l'idée de Moussa, on ne peut pas réussir seul. On doit d'abord avoir un cap de très long terme, une vision de la société. Moi, ma vision économique de la société française, c'est que notre société de consommateurs doit redevenir une nation de producteurs. Producteurs agricoles, producteurs industriels, producteurs manufacturiers. Quand vous avez des usines et des exploitations agricoles et des emplois qualifiés, vous avez des meilleures rémunérations.
Et on est mieux payé quand on est ouvrier, ingénieur, technicien de maintenance dans une usine qui fait des batteries électriques et qui fait des voitures, qui fait des avions chez Airbus ou qui fait des fusées ou qui fait des satellites que lorsqu'on est cariste dans un entrepôt. Je le dis parce que c'est la vérité. Et que par conséquent, nous devons réindustrialiser le pays et refaire de la France une grande nation de production. C'est ça la première réponse de long terme. Nous ne sommes pas là pour bâtir la France à un jour ou à 2 semaines près. On est là pour imaginer la France de demain. Ma France est une nation de producteurs, une nation de production, une nation d'industrie, une nation d'agriculteurs, une nation de paysans et d'ouvriers. C'est comme ça que vous remettez de la valeur, de la qualification et du salaire. Ça, c'est pour le long terme. Défendre les paysans et défendre les justes. Ensuite, il y a l'immédiat. L'immédiat, tu l'as dit, c'est le partage de la valeur. C'est un beau succès du président de la République et de la majorité. On a simplifié l'intéressement. Aujourd'hui, il est accessible aux PME. Simplifié la participation. Supprimé, parce qu'on a oublié, la taxation à 20% sur les systèmes d'intéressement ou de participation. Nous avons mis en place cette fameuse prime Macron. On oublie tout ça, mais rappelez-le, parce que vous savez, il faut être offensif, il faut cogner. Tout ce que vous dites, ah, vous n'avez rien fait. Et la prime Macron, 700 € en moyenne pour des millions de salariés, c'est rien ça? Ça arrondit bien les fins de mois. Cognez sur ceux qui vous disent que vous n'avez rien fait, alors que c'est les mêmes qui proposent de supprimer l'exonération totale de charges sur les heures sup, qui vous reprochent de ne pas augmenter les salaires. Mais l'exonération totale de charges sur les heures supplémentaires, c'est Emmanuel Macron, c'est la majorité, et c'est de la rémunération à la fin du mois pour des millions de nos compatriotes. Ça, c'est la réponse immédiate, et je pense qu'il faut la développer, la rappeler, et lui donner encore plus d'ampleur. Moi, je suis favorable à ce qu'on développe massivement l'actionnariat salarié en simplifiant l'actionnariat salarié. Je suis favorable à ce qu'on aille encore plus loin sur intéressement et participation pour les très petites entreprises. Et je souhaite qu'une entreprise qui fait du rachat d'actions ait l'obligation de développer des accords d'intéressement, de participation ou de donner des primes défiscalisées à ses salariés. Si on a de quoi faire du rachat d'actions, on doit avoir de quoi faire de partage de la valeur, de l'intéressement et de la participation. Troisième chose, la conférence sociale annoncée par le président de la République, qui est un moment très important. C'est le moment où on va regarder, est-ce que les entreprises qui le peuvent ont bien augmenté les salaires? Moi, je n'hésite pas à le dire, tout le monde tombe sur les entreprises. Tout le monde n'arrête pas de dire, ah, vous n'avez pas assez augmenté, pas assez rémunéré. Moi, je regarde les chiffres. Augmentation en moyenne, 5%, à peu près le niveau de l'inflation. Donc je considère que les entreprises ont joué le jeu, que toutes les PME qui pouvaient augmenter les salaires ont augmenté les salaires, que les entreprises qui pouvaient augmenter les salaires l'ont fait. Comment est-ce qu'on les incite à continuer dans cette direction? Comment est-ce qu'on règle certains sujets comme les minima de branche qui sont en dessous du SMIC? Ça va être l'objet de cette conférence sociale et c'est très important. Mais vous voyez, on ne répondra à cette question de la rémunération des gens, de la juste rémunération du travail, d'abord qu'en s'assurant que tout le monde ait un boulot et en ayant vraiment le plein emploi, et ensuite en augmentant le niveau de formation et de qualification en allant vers une nation de producteurs. Je termine par une anecdote. Hier, j'étais à Cournon au salon de l'élevage. Parce que je pense que c'est très révélateur quand on va au contact des gens, qu'on discute avec des jeunes éleveurs, des jeunes paysans, et qu'on voit que eux, leur souci, c'est quoi? Ils ont des coûts de production qui sont encore plus élevés. Un coût de l'électricité qui leur revient très cher. Un coût des intrants, des granules pour nourrir leurs animaux qui ont fortement augmenté au cours des mois passés. Ils ont besoin de faire passer une augmentation de prix. Mais si la viande est trop chère dans les rayons, ils n'ont plus de clients et vous ne l'achetez pas parce qu'on ne peut pas se le permettre. Donc là, vous avez un choix qui est très clair, un vrai choix de société, pas à 2 mois ou à 2 ans, un choix de société à 10 ans ou 20 ans. Est-ce qu'on garde nos producteurs avec les produits auxquels on est tous attachés, le vin, la viande, les fruits, les légumes, des coûts de production un peu plus élevés, et de l'autre côté, on a une société du plein emploi où tout le monde travaille et où les rémunérations augmentent parce qu'on a des usines, des exploitations agricoles, qu'on innove, qu'on crée de la valeur en France. Ça, c'est ma France. Ou est-ce qu'à l'inverse, on se dit, bah écoutez, tout ça, ça coûte trop cher, donc c'est pas la peine de bosser, on n'a qu'à vivre des allocations,
On ne fait que développer l'économie de service et on oublie les usines, on oublie la production et puis on oublie nos paysans parce que dans le fond, on ne veut plus avoir une agriculture solide. On devient une société de consommateurs, on est relégué, on tue nos paysans, notre industrie et la France tout court. Ben, croyez-moi, c'est la première option qu'il faut défendre. Merci beaucoup Bruno pour ce panorama, je pense, très complet de comment on soutient la juste rémunération. Peut-être, moi Prisca, je voudrais te faire réagir sur une phrase qu'a dit Moussa à l'instant de sa première intervention, c'est moi quand j'organise des sessions, je les organise pas dans le quartier, je les organise en dehors parce qu'on s'enrichit en fait des rencontres que l'on fait, des parcours différents et peut-être à destination justement de notre jeunesse. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur l'avenir du SNU qui avait aussi vocation à la fois à faire société, à faire, à faire rencontrer des gens qui viennent de différentes origines et outre le SNU, comment est-ce qu'on encourage justement cette très grande, notre volonté de faire en sorte que un jeune qui vient de la ruralité puisse rencontrer un jeune qui vient des quartiers, un jeune qui vient du centre de métropole puisse aussi sortir de son milieu. Merci beaucoup. Ça y est, le mot a été dit et a été prononcé. Et ça aurait été dommage de ne pas le faire, hein, Marie. De façon très claire, oui. Mais pour revenir, je vais bien évidemment y répondre et avec grand plaisir pour vous parler du service national universel que vous êtes un certain nombre à avoir d'ailleurs tracté en 2017, en 2016. Hein, juste qu'on se le dise ici entre nous. Pour effectivement être en capacité de travailler et de s'émanciper par le travail, il faut aussi qu'on accepte que nous devons pouvoir structurer, accompagner nos jeunes au quotidien. Bien évidemment, pour ça, il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école. Majoritairement, un jeune passe plus de temps en dehors de l'école que dans l'école. Et ça, il faut pouvoir aussi l'entendre. Ce n'est pas un reproche, mais c'est plutôt une logique que nous devons commencer à avoir. Et donc, nous devons petit à petit aussi arrêter de parler simplement de l'élève, mais bien du jeune, pour voir tous les dispositifs que nous devons pouvoir mettre en place autour de ce jeune. Alors c'est bien de le dire, tu as raison Moussa, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ça le plus important. Depuis 2017, le budget dédié à la jeunesse a augmenté de 87%. Je devrais peut-être pas le dire devant toi, Bruno. Je sais pas. Mince. 87%. Cette année, c'est voilà un gisement d'économie potentielle. Et en cette année, c'est 8% d'augmentation. De façon très claire, on ne dépense pas pour notre jeunesse. On investit sur notre jeunesse. Et je pense que cette phrase qui paraît complètement évidente, il est important de la rappeler. Il y a quelque temps, je pense, un ancien ministre du budget disait « Nous devons économiser là où on peut, mais continuer à investir là où on doit ». Et nous devons continuer à investir pour notre jeunesse de façon très concrète. Alors bien évidemment, le budget de l'éducation nationale augmente et continue à augmenter, et c'est heureux. Mais il y a aussi tous les dispositifs que nous mettons autour de ce temps de l'école, des murs de l'école. Il y a en premier lieu le mentorat. Et je regarde Moussa parce que nous y croyons beaucoup à ce mentorat. Il peut paraître comme ça un peu anecdotique, mais en fait, il est fondamental. Quand on est dans les quartiers, eh bien, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps en sortir. On ne peut pas tout le temps prendre du recul sur le quartier, pour plein de raisons. Première des raisons s'appelle la mobilité. Je suis désolée, mais on m'a souvent reproché, moi, et je te vois avec des baskets aujourd'hui, ça me rassure, on m'a toujours reproché de ne pas mettre beaucoup de talons. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai grandi en mettant des baskets. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas de bus, on n'avait pas de moyens de transport, et que le seul moyen pour se déplacer, c'était de prendre ses baskets. Et je vous dis ça alors qu'à vol d'oiseau, j'ai grandi à 10 minutes de Paris. 10 minutes de Paris. Mais c'était... et je vois d'anciens parlementaires du 93 dans la salle. Vous n'allez pas à me contredire. À 10 minutes de Paris. Je peux parler des zones périurbaines, mais je pourrais parler des zones rurales. C'est la même difficulté, la même difficulté. Et donc le mentorat permet aussi d'avoir ces moments de rencontre qui ne sont pas forcément des moments de rencontre physiques, ça peut être un coup de fil, ça peut être des échanges via des Zooms, des visios, des trucs comme, enfin voilà, tout ce que vous savez, vous connaissez mieux que moi. Mais ça permet aussi de s'extraire de temps en temps de son quotidien pour pouvoir se poser des questions. La première des questions, c'est comment ça va ? Première des questions, c'est comment ça va ? Tu as le droit de me dire que ça va pas et c'est pas grave.
Et la deuxième des questions, c'est en fait, on va expérimenter ensemble, on va tester des choses ensemble. Et parce qu'on va être en capacité de tester, d'expérimenter, tu vas pouvoir découvrir ton chemin et découvrir ta voie qui sera la tienne. Donc le mentorat, on a pour ambition d'en faire un droit universel et d'atteindre plus de 300 000 duos de mentors d'ici la fin du quinquennat. Ça, c'est très concret. Nous continuons à investir massivement au travers du tissu associatif sur le mentorat. Je peux vous parler également du service civique. Le service civique, et pour en avoir vu un certain nombre depuis maintenant 2 mois, c'est une chance incroyable. Parce qu'il faut aussi pouvoir le dire, dans notre société telle qu'elle existe aujourd'hui, oui, nos jeunes aujourd'hui, et je ne suis pas là pour les victimiser, je n'ai jamais fait, je ne commencerai pas à le faire, mais il faut le reconnaître, ils ont une certaine part d'angoisse qui peut s'expliquer aussi au regard du contexte que nous vivons. Nous avons eu cette crise sanitaire qui, d'ailleurs, n'est pas complètement terminée, qui continue à nous occuper. Nous avons effectivement la crise énergétique, la crise de l'inflation, le sujet des dépendances sur lesquelles, Bruno, tu travailles depuis Bercy. Nous avons cette guerre qui revient sur notre territoire alors que nous avions appris, nous, dans notre génération, que ce n'était que dans les livres d'histoire. Eh bien oui, ça suscite des angoisses qu'il faut non pas venir justifier pour empêcher, mais pouvoir entendre et répondre à ces angoisses. Eh bien, un des premiers sujets, c'est de permettre des temps de respiration à nos jeunes. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es mignonne, c'est facile de dire ça. Mais en fait, ça s'appelle l'année de césure. Et là, vous allez encore me dire, mais vous ne le dites pas beaucoup, t'es mignonne, mais en fait, l'année de césure, c'est pour celles et ceux qui peuvent financièrement. Eh bien, dans notre pays, non. Dans notre pays, non. Il y a ce dispositif qui s'appelle le service civique. C'est un temps qu'on prend pour soi, on n'est pas payé, on est indemnisé, j'insiste, parce que ce n'est pas un emploi, et c'est un temps pour soi qui va de 6 à 12 mois où on va s'investir dans des associations, où on va apprendre à faire aussi pour les autres. En faisant pour les autres, vous le savez très bien et mieux que moi, on fait pour soi-même parce que c'est du temps où on apprend à se tester et à pouvoir... s'émanciper aussi par d'autres sujets que simplement les savoirs fondamentaux. Et je le dis parce que j'étais au lendemain de ma nomination à la Courneuve. Et à la Courneuve, j'étais avec un certain nombre de jeunes qui étaient ce qu'on appelle des décrocheurs. Ils ont décroché. Alors en soi, on se dit, bon, c'est fini, l'échec est là et il va te poursuivre. Et en fait, la plupart de ces décrocheurs, parce qu'ils avaient parlé à des associations, parce qu'ils avaient été conseillés par Pôle emploi, ont été faire un service civique. Et la réaction de leur famille, de leurs proches, de leurs parents, ça a été de dire « mais tu vas faire un service civique, tu vas perdre encore 1 an de ta vie, alors que tu es censé aller travailler et gagner de l'argent. » C'est vrai, mais en fait, si on n'arrive plus à savoir où on est, à quel moment et ce qu'on veut faire, c'est compliqué. On ira comme ça d'échec en échec. Et donc ce jeune de la Courneuve s'est retrouvé à faire un service civique solidarité. Il était dans des métiers... honnêtement, il avait fait un cursus pour être dans la comptabilité. C'est très bien, hein. J'ai rien contre les comptables. J'étais moi-même, fut un temps commissaire aux comptes, c'est très très bien. Mais il devait être dans la comptabilité, non pas parce qu'il l'avait choisi, mais parce que c'était un peu la politique du non-choix, quoi. Je suis. Et puis en fait, il s'est retrouvé en situation d'échec, comme ça peut arriver, parce qu'il n'a pas vraiment envie de faire ça. Il a fait son service civique solidarité, c'est-à-dire qu'il allait en binôme avec d'autres jeunes, soit dans des maisons seniors, soit dans des EHPAD, ou directement au domicile de seniors qui souvent, malheureusement, ne parlent plus à personne. Et bien, au bout de 8 mois de service civique, 6 ou 8 mois, je ne me souviens plus, il a repris ses études pour être dans le travail du lien à la personne. Il a fondamentalement rien... Et alors, je peux vous dire que c'est incroyable comme il en parle, parce qu'il en parle de façon très simple. Il dit, mais moi, j'avais pas du tout envie d'aller voir des vieux. Je comprenais pas pourquoi on voulait que j'aille voir des vieux. Mais bon, j'avais ce moment, je me suis dit, pourquoi pas, ça va me permettre de prendre du temps aussi, etc. Et au final, il s'est réorienté et il a accepté de reprendre ses études en se disant qu'il avait à nouveau une nouvelle chance que son pays lui permettait d'avoir. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse parler de tous ces dispositifs-là. Et enfin, le dernier dispositif, j'ai pas oublié, le SNU. Le SNU est vraiment, là je compte sur vous, il est souvent caricaturé, il est souvent fantasmé parce qu'il n'est pas connu. Alors c'est vrai qu'au sein de la majorité, on se dit, et je le dis en tant qu'ancienne porte-parole de la majorité, peut-être qu'on ne communique pas assez bien. Ok, très bien. C'est bon ? Eh ben, si c'est que ça, on peut... la possibilité est dans nos mains. Faisons mieux ensemble. Faisons mieux ensemble. Et faisons mieux ensemble partout où nous allons. Communiquons mieux, expliquons mieux, prenons du temps. Et le SNU,
je le dis de façon très claire, ce n'est pas l'armée et c'est pas une colo. Et pour certains qui me connaissent ici, vous le savez très bien, sinon je n'aurais pas porté le SNU. Je ne l'aurais pas porté. Le SNU, c'est bien évidemment des moments forts de symboles, de valeurs. Et je suis désolée, lever les couleurs et chanter la Marseillaise, c'est pas être militaire, c'est être fier d'être français. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, il y a des moments, et quand je dis ça, la lumière revient, c'est un gros symbole. Franchement, c'est un gros symbole. Et effectivement, il y a ce moment fort de lever de drapeau, de chant de la Marseillaise. Il y a un moment fort à la fin où ils finissent par une boum. Alors, je ne sais pas si on dit encore ça, mais pour moi, on appelait ça des booms. Ils finissent en boum. Mais en fait, sur 12 jours, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est qu'ils apprennent à s'investir concrètement sur le climat, sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité femmes-hommes, sur un tas de sujets. Avec qui ? Avec des associations locales. Et je refinirai par mon point sur les associations locales. Cette année encore, nous allons pouvoir augmenter les fonds attribués aux associations. Vraiment, Bruno, je suis désolée de dire des chiffres. C'est une table ronde qui me coûte cher. Hein. Mais par le fonds de développement à la vie associative que Moussa, dont on a beaucoup parlé, et je te remercie pour tes préconisations, c'est 53 millions d'euros chaque année. Et bien cette année, nous allons mettre en plus entre 17 millions et 20 millions d'euros supplémentaires. Non pas simplement pour dire qu'on met plus d'argent, mais pour aller redynamiser peut-être un tissu associatif qu'on avait peut-être un peu oublié. Ce sont les petites et les TPE et les PME de la vie associative. Je pense que comme ça, vous comprendrez tous. Et celles-là, il faut vraiment pouvoir les encourager à se déployer parce qu'en fait, elles participent de la continuité pédagogique de nos jeunes. Merci beaucoup Prisca pour ces éléments forts. Peut-être, puisque après je vais poser une question budgétaire à Bruno, Moussa, quels sont les sujets qui donc devraient apparaître comme des priorités ? C'est le moment un peu de faire son marché, puisque le ministre de l'économie et des finances est présent. Et qu'est-ce qu'on doit porter demain ? Tout à l'heure vous avez parlé de ces jeunes qui ont le sentiment qu'il y a encore des blocages. Donc c'est quoi les derniers blocages à lever ? Pour moi déjà, le premier blocage à lever, c'est la représentation. C'est hyper important qu'on puisse... moi, je suis d'une génération où j'ai vu la France 98 lever la Coupe du Monde et ça nous a tous donné envie d'être footballeurs professionnels. On n'y a pas réussi pour la plupart. Mais en gros, le symbole, c'est hyper important. Et hier, j'étais dans un des quartiers de Bordeaux, pas très loin, aux Aubiers, et j'étais avec mon ami Eddy, qui vient du quartier, et en fait on voyait plein de jeunes qui le soir n'avaient pas forcément de perspective d'avenir de carrière professionnelle. Et du coup, ce qu'on discutait, on disait une des solutions, c'est le modèle, la représentation, c'est hyper important. On se disait comment on peut essayer de pallier à ça. Et on s'est dit, ouais, t'en prends un ou deux, t'essayes de le faire réussir au maximum avec tout ce que tu peux, en trouvant un emploi, soit en montant une boîte, etc. Et derrière, les autres vont suivre. Et ça aussi, c'est aussi une solution qu'il faut aussi apporter. Après, il y a la formation, la sensibilisation. C'est hyper important, même des jeunes très éloignés de l'emploi. Nous, ce qu'on fait, on a un programme sur l'employabilité où il y a des entreprises, ils ont des besoins de recrutement dans tous les sens. Dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du digital, de la communication, dans plein de secteurs d'activité. On va chercher ces jeunes que tu parles, Prisca, en décrochage, qui ne seraient jamais projetés dans un métier professionnel. Et on les prépare à l'emploi. Le temps à la personne, il est hyper important. Quand on passe du temps avec ces jeunes, on arrive à les faire changer. Et petit à petit, ils évoluent, ils apprennent un métier, ils prennent des responsabilités, ils sont recrutés en CDI, parcours d'évolution de carrière, et 95% d'entre eux, ils restent dans l'emploi 3-4 ans après. Donc ça aussi, c'est des solutions qu'il faut vraiment massifier. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, de dispositifs qui vont dans ce sens-là et qu'il faut encourager pour créer un peu cette passerelle. Et c'est pour ça les moyens qui seront mis aux plus petites associations qui sont le cœur battant de nos territoires, qui sont en lien permanent avec les habitants et qui ont une hyper proximité et créent un lien de confiance et qui permet, eux, de sourcer beaucoup plus facilement des jeunes vers ces dispositifs. C'est en fait, tous ces dispositifs vont faire en sorte que derrière, in fine, on arrive
amorcer la pompe sur un certain nombre de jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Et après, il y a toute la partie de mobilisation, d'accompagnement, d'information. Tout ça, c'est hyper nécessaire. Et le message derrière, c'est quelle est l'histoire qu'on raconte, le récit qu'on veut raconter à ces milliers de jeunes et moins jeunes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de mobilité, tu en as parlé tout à l'heure, c'est une réalité. Quand vous êtes dans certains villages, nous, aujourd'hui, on a la chance d'intervenir un peu partout, et on voit des gens qui, parfois, ont pu être empêchés d'arriver dans des programmes parce qu'ils n'avaient pas forcément de transport, etc. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un permis. Et du coup, on trouve des solutions, on bricole, et finalement, ils y arrivent à arriver. Mais comment on arrive à généraliser et de faire en sorte que cette mobilité, elle soit dans les mains de tous? Parce que ça aussi, c'est aussi quelque chose qui discrimine et qui permet en fait pas à ces milliers de jeunes, et millions de jeunes partout, qui veulent faire quelque chose et qui se sentent bloqués, de ne pas y arriver. Donc voilà, ça c'est des pistes de solutions sur lesquelles il faut regarder. Mais au-delà d'aller plus loin, c'est voilà, le modèle, le symbole, l'énergie. Et ce qui est important, c'est le discours positif. C'est bien d'entendre des discours positifs, ça fait du bien. Quand on allume la télé, parfois on entend des choses qui ne sont pas forcément bien. Et du coup, ouais, mais tout en général, même le message. Et nous, comme on a une responsabilité, vous imaginez les jeunes que je vois, si je leur dis votre vie, ça va déjà être chaos avant même de commencer. Ils vont pas vouloir envie d'aller plus loin. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que leur dire ouais, ça va être dur, mais t'inquiète, tu vas réussir. Regarde, lui, il a réussi à faire ça. Elle a réussi à faire ça. Elle a beaucoup travaillé, mais elle y est arrivée, etc. Et le message positif, il fait du bien à entendre. Quand on entend que notre pays va bien, il avance, que même s'il y a des difficultés dans le monde, qu'on traverse des crises, etc., mais on garde le cap, on avance, on a cette énergie, on a cette détermination, on va se battre. Aujourd'hui, c'est bien, mais demain, ça ira mieux. Et ce message-là, il est important. On a parlé d'émancipation, du point de vue humain, du point de vue économique, mais moi je voudrais poser cette question sérieusement, parce qu'on va rentrer dans une période parlementaire à haute intensité. Non mais la réalité, c'est un pays émancipé, c'est un pays aussi qui a des marges de manœuvre budgétaires et financières. Vous allez entendre beaucoup de choses sur le 49.3 qui sont fausses, mais je voudrais peut-être, au-delà de cette question du 49.3, qu'on ait un vrai message sur l'état de nos finances publiques. C'est quoi nos perspectives? Comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on dresse le pays? Et ça, c'est toi qui l'incarne, Bruno. Merci de terminer par cette question simple. Alors, je vais faire juste un petit détour, parce qu'on parlait d'émancipation, pour rebondir sur ce que disait Moussa. L'émancipation, c'est quoi? C'est arriver à se libérer de ses frontières intérieures. Se dire que ce qui paraissait impossible, dans le fond, est possible. Et qu'on contient plus au fond de soi que ce qu'on pouvait imaginer. C'est ça pour moi la vraie émancipation. Comprendre que l'on porte plus au fond de soi que ce qu'on pouvait imaginer. Et on n'y arrive pas tout seul. Et si j'avais un éloge à faire aujourd'hui, c'est l'éloge de la rencontre. En réalité, quand on se rencontre comme ça avec Prisca, avec Moussa, avec des parcours totalement différents, quand un jeune apprenti rencontre son maître d'apprentissage, quand un jeune qui ne sait pas très bien quoi faire rencontre, j'étais à Panly il n'y a pas très longtemps en Normandie, un ingénieur qui va lui dire mais deviens soudeur nucléaire, tu vas être payé 5 000 € par mois, tu as de l'or entre les doigts et tu réussiras ta vie. C'est la rencontre qui vous donne l'émancipation. Et le premier obstacle à la rencontre, c'est ça. C'est les réseaux sociaux et le portable, qui, s'ils sont mal employés, vous enferment sur vous-même, sur ce que vous connaissez déjà, sur ce que vous savez déjà, sur vos certitudes. Alors que la rencontre, ça dans la poche et le regard en face de l'autre, elle vous ouvre. Donc je plaide vraiment avec beaucoup de vigueur pour qu'on se libère des réseaux sociaux et qu'on s'ouvre à l'autre, à son visage et à son sourire. Après, sur la dette. On va se dire les choses franchement.
ce serait dommage qu'après avoir si bien réussi économiquement, avoir des résultats économiques aussi spectaculaires qui font que vous ouvrez la presse anglo-saxonne, vous ouvrez la presse allemande, on parle de miracle français. En allemand, ça se dit Wirtschaftswunder, miracle économique. En règle générale, il y a Allemagne derrière. Là, il y a France. Ben, il ne faut pas que ce miracle économique soit abîmé par la dette. Et ma responsabilité de ministre des Finances, c'est parfois de dire des choses qui ne sont pas très agréables, mais nous devons nous désendetter, nous devons rétablir nos comptes publics et nous devons accélérer le désendettement de notre pays. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Et comme disent très bien nos amis anglo-saxons, there is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Surtout quand les taux d'intérêt ont augmenté aussi fortement. Donc pourquoi est-ce qu'il faut accélérer le désendettement? On a dépensé de l'argent utilement avec le président de la République pour protéger les entreprises, protéger les salariés. Nous revenons dans une période normale. Il faut simplement remplir les caisses pour faire face à une éventuelle nouvelle crise et pour investir dans ce qui est indispensable, la sécurité, il y a la guerre en Europe, et évidemment la transition écologique. C'est d'autant plus nécessaire, je le redis, que les taux ont augmenté et donc chaque année, nous dépensons tous collectivement des sommes monstrueuses pour la charge de notre dette. Elle était à 35 milliards d'euros, elle va nous en coûter plus de 70 en 2027. Mais vous en construisez des écoles, des hôpitaux, des services publics avec 74 milliards d'euros de charge de la dette. Donc nous devons nous désendetter et accélérer le désendettement. Croyez-moi, dans les fonctions qui sont les miennes, ma détermination est en acier trempé. Par quoi est-ce que ça commence? On a, Marie l'a dit, on va passer aux travaux pratiques. Dans 15 jours, dès la semaine prochaine en commission et dans 15 jours à l'Assemblée nationale, nous allons examiner le budget pour 2024. Moi, j'ai une proposition à faire à la majorité, j'en ai parlé ce matin dans Sud-Ouest. Ma proposition, c'est de se dire que la vraie victoire pour la majorité, ce n'est pas plus de dépenses publiques, c'est plus d'économies. Et que le budget 2024 sera meilleur s'il sort du Parlement avec plus d'économies plutôt que plus de dépenses publiques. Et que la vraie victoire pour le parlementaire, ce n'est pas de dire « j'ai arraché 50 millions pour ceci, j'ai arraché 100 millions d'euros pour cela », mais j'ai réussi à faire des économies supplémentaires parce que je trouvais que le gouvernement n'était pas assez ambitieux, que nous devons rétablir des dépenses publiques, nous devons rétablir des comptes publics, nous devons accélérer le désendettement. Donc moi, parlementaire de la majorité, j'ai à cœur d'aller plus loin dans les économies. Si des parlementaires de la majorité, derrière l'excellent rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, me proposent des économies supplémentaires, qu'elles sont responsables et qu'elles ont du sens, je les accepterai, je les soutiendrai et nous les mettrons dans le budget 2024. C'est ça la vraie victoire. La deuxième chose qui doit nous guider dans ce débat, c'est de se dire non seulement que la vraie victoire, ce sont les économies et pas les dépenses, mais que nous soyons capables de faire des choix. Je ne dis pas que nous allons rentrer dans une période d'austérité, ce serait une faute économique et une erreur politique. Je dis simplement que si on veut dépenser plus ici, eh bien, il faut économiser davantage là. Quand nous faisons la réduction de l'avantage fiscal sur le gazole non routier, il y a des centaines de milliers d'agriculteurs qui sont concernés, ils sont parfois inquiets, on a négocié ça avec eux. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que ce serait quand même complètement shadok d'investir dans les carburants verts tout en gardant des avantages fiscaux très importants sur les carburants fossiles. Donc là, nous avons proposé quelque chose qui me paraît responsable et qui peut faire jurisprudence pour d'autres dépenses. Nous allons demander un effort aux agriculteurs modéré, un effort responsable, 2,85 centimes d'euros en plus par litre de carburant. Et en échange de cela, avec l'argent que je vais récolter, nous allons tout réinvestir dans une filière de biocarburants pour les agriculteurs. On engage une dépense pour les biocarburants, mais on réduit une dépense ailleurs pour être sûr que les comptes soient équilibrés et qu'on ne parle pas dans le décor. Troisième chose, il faut, comme je le disais, troisième principe, maintenir des investissements qui vont garantir la croissance de notre pays, la création d'emplois et la prospérité future. Mais je le redis, notre détermination n'est pas simplement la mienne.
doit être en acier trempé face aux assauts de démagogie des oppositions qui ne font que proposer des dépenses supplémentaires, qui ne font que proposer de creuser davantage la dette, et qui, lorsqu'il faut être au rendez-vous de la responsabilité et assumer le décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, qui n'est pas une mesure populaire, sont aux abonnés absents. Nous avons été présents, vous avez été présents, il faut garder ce fil de la responsabilité. Et j'ajoute une toute dernière chose. Dans l'ADN de notre majorité, il y a l'engagement européen. Enfin, on ne peut pas s'engager comme Européen, être membre de la zone euro et avoir des comptes publics qui dérivent de plus en plus par rapport à nos partenaires de la zone euro. Il y a quelques jours, à l'Assemblée, j'ai été interpellé vivement, comme souvent avec eux, par un député de la NUPES. C'est toujours en général sympathique, courtois, avec des mots choisis et pesés. Pour me dire qu'en gros, notre budget, c'était l'austérité, c'était épouvantable. Enfin, un budget, on continue à avoir la dépense publique la plus élevée de tous les pays de l'OCDE, ne me paraît pas un budget d'austérité. Enfin, avec la NUPES, vous savez, il faut s'attendre parfois à des surprises. Donc j'ai juste rappelé à cette députée que l'Espagne socialiste serait sous les 3% de déficit public dès 2025. Je lui ai rappelé que l'Allemagne socialiste serait sous les 3% de déficit public en 2024. Et que le Portugal, dirigé aussi par un Premier ministre socialiste, sympathique et compétent, avait déjà des comptes à l'équilibre. Donc ce que les gouvernements socialistes européens sont capables de faire, il me semble que notre majorité doit être capable de le faire aussi, que c'est l'intérêt supérieur de la nation française. Voilà, comme ça, vous savez tout sur les 8 semaines qui nous attendent. Peut-être juste un dernier mot, parce que moi j'ai remarqué, ça fait maintenant depuis 2016 que je milite au sein de Renaissance, que les militants, ils sont souvent très engagés dans des associations. On en a parlé un peu en filigrane tout au long de cette table ronde. Prisca, tu les représentes ici, tu les incarnes. Est-ce que tu as un mot à leur passer ? Alors merci, je les représente, mais non, je les incarne pas vraiment. De façon très claire, il faut qu'on puisse, là on est vraiment en train de, on se dit tout, il n'y a personne qui nous écoute, qui nous filme ou qui nous regarde ou qui retranscrit. Oui, les associations, nous devons continuer à nous engager auprès des associations, avec les associations et pour elles. Les grandes, mais je insiste vraiment sur les TPE, PME aussi du monde associatif. Pourquoi ? Parce qu'il faut se le dire de façon très claire, et moi c'est ce qu'elles me disent énormément maintenant dans mes fonctions actuelles, mais elles me le disaient aussi avant, il y a une espèce de tutelle partisane qui s'impose et qui tombe sur de grandes associations qui sont très locales. Quand je dis grande, c'est sur l'impact qu'elles ont sur le terrain, pas forcément sur le nombre de ressources financières qu'elles ont, d'ailleurs, ou de bénévoles en leur sein. Eh bien, nous devons continuer à aller les voir, à les aider, à les appuyer, à les soutenir. Et c'est pas effectivement toujours de l'argent, c'est souvent aussi une reconnaissance de l'action qu'elles peuvent mener sur leur quotidien et continuer aussi à s'y inscrire. Pourquoi ? Parce que de façon très claire, on a tendance aussi beaucoup à dire qu'il y a une crise du bénévolat. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une crise du bénévolat. Et d'ailleurs, vous en êtes la preuve. Il n'y a pas de crise du bénévolat. Il y a simplement un bénévolat qui a changé de visage. Il n'a plus nécessairement cette envie de tous les soirs, de tous les week-ends, de se retrouver au local de l'association, mais de donner de façon ponctuelle plus ou moins de temps, pendant les vacances scolaires, pendant un week-end sur 2. Et ça, nous devons l'accepter. Et ce n'est pas un bénévolat qui est moins disant, méprisant par rapport à celui d'avant. C'est juste qu'il est différent au regard aussi des aspirations que nous avons à titre personnel et collectif. Et donc, plus que jamais, nous devons soutenir ce tissu associatif très, très, très local, de proximité, parce que ce sont les acteurs du lien entre les gens, du lien entre les générations et du lien aussi entre les politiques publiques que nous menons et qui doivent être déployées. Elles sont souvent celles qui sont les facilitateurs, ces rampes de décollage de l'action publique que nous menons.
Merci à tous les trois. On va maintenant passer au moment que vous attendez, je pense tous avec impatience, c'est les temps d'échange et de questions-réponses avec nos intervenants. Peut-être juste une consigne, c'est vraiment, vous êtes très nombreux dans la salle, on veut prendre un maximum de questions, donc on essaye de faire des questions précises, concises, courtes, maximum 1 minute. Et pour ceux qui répondent, la consigne est la même. Et alors, je suis désolée parce que de ce côté-là, j'ai un gros spot dans les yeux et je ne vois rien du coup. Est-ce qu'on peut faire passer les micros peut-être là-bas au fond, puisque je vous ai vu en premier. Oui, oui, allez-y, monsieur. Hop, si vous voulez bien vous lever peut-être et donner votre prénom. 1, 2. Ouais. Bonjour, je suis Franck. Je suis du comité de Montrouge. Alors, j'ai une question à poser par rapport aux émeutes en juin, qui se sont produites en juin. Ça concernait beaucoup de jeunes. Je souhaitais savoir, je rebondis sur ce qui a été dit. Ont été cités M. Etchebest, M. Bruno Le Maire, vous avez cité deux autres personnes dont j'ai oublié les noms, et M. Camara ici présent. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été organisée vis-à-vis de ces jeunes ? Parce que Madame la députée, vous avez parlé de tout à l'heure de la dimension humaine. Moi qui vous parle, je suis ancien militaire. Donc, ce n'est pas ma première préoccupation quand je suis en mission. Mais voilà, je rebondis sur ce que vous avez dit. Est-ce que dans cette démarche, il y a eu une action vers les jeunes, de rencontre, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et comment on peut les installer dans la vie active par rapport à la CNU, par rapport à l'année de césure, par rapport à la conférence sociale qui va avoir lieu bientôt. Merci. Merci. Alors, on va prendre les questions par grappe. Alors, oui, madame. Oui, allez-y. Voilà, vous. Alors, vite un micro, s'il vous plaît. Ah, voilà. Oui. Merci. Bonjour, Victoire Daher de la Seine-Saint-Denis. Je voudrais évoquer un sujet qui me tient à cœur, surtout que je suis agente à la DGFiP, à la délégation à la transformation numérique, et qui est du coup la culture numérique. Nous avons dit qu'il faut bien se détacher des téléphones pour pouvoir échanger avec l'autre. À mon avis, ce que j'ai pu expérimenter à travers mon expérience à la délégation à la transformation numérique, que la bonne transmission positive de la culture numérique fait partie de l'émancipation, que ce soit l'émancipation individuelle ou l'émancipation collective sur le plan économique ou sur le plan sociétal. Donc, ce que je voudrais savoir, et peut-être que je m'adresse directement à mon chef, est-ce qu'il y a d'autres choses envisagées dans le futur sur ce sujet-là, surtout avec plus d'action sur le terrain? Et dernier rebondissement sur le sujet d'égalité homme-femme, vu qu'aussi la place de la femme dans les métiers du numérique reste problématique. Merci. Alors, je vais prendre monsieur qui a été le premier à lever la main dans le dernier quart. Et est-ce que c'est possible éventuellement d'allumer les lumières de la salle parce que on voit rien? Saad Emrani. Voilà, justement, je veux revenir sur un point qu'on a discuté aujourd'hui, très important, l'émancipation et le travail. Et je voulais avoir, monsieur le maire, votre avis par rapport à l'emploi des seniors. Donc, vous savez, c'est un problème majeur. On parle seniors à partir de 45 ans. Ça va être la moyenne, la moitié de la vie d'une personne bientôt. Alors, vraiment, il faut vraiment un coup de pouce là-dessus parce que les choses évoluent très, très lentement. Moi-même, je suis un ex-médecin militaire et je travaille avec un certain nombre de cadres, avec un certain nombre de professionnels. Ils souffrent vraiment chaque fois qu'ils soumettent des CV sur plein de propositions pour l'emploi ou LinkedIn ou n'importe quelle autre plateforme. Ils n'ont généralement pas de réponse et c'est un sujet très récurrent. Et je vous remercie pour votre franchise à ce sujet et surtout pour des actions concrètes pour bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, non, ne remettez pas les spots, par pitié. Est-ce qu'on fait 3 questions ou vous voulez une de plus? Allez, encore une. On va prendre une femme pour équilibrer. Allez, madame. Hop, levez-vous, oui, madame. Vous. Voilà. Attendez, juste le micro. Merci. Bonjour, Odile Brunet d'Évreux. Tout ce que j'ai entendu m'a réjoui le cœur et la raison, mais je me demande s'il ne faudrait pas aussi émanciper l'administration ou les administrations.
vous me ferez rougir. J'ai un tout petit exemple à Évreux. Un jeune homme, enfin un homme jeune, j'appelle jeune tout ce qui est plus jeune que moi, qui, suite à un licenciement, veut faire une reconversion professionnelle dans un métier du soin, est admis après test, entretien dans un institut qui a tout à fait pignon sur rue, qui donne des formations validées, etc., à Paris. Il a théoriquement droit à une bourse de la région, mais la région veut qu'il aille à Alençon. Vous connaissez Évreux. Évreux, c'est 1 heure de train. Alençon, on change à Caen, etc. Bon, bref, voilà où il en est. Alors, on va prendre cette première série de questions. Je vous laisse vous répartir peut-être les thématiques comme vous le souhaitez, en essayant de faire court, parce qu'il y a beaucoup de mains levées et je veux sortir vivante de la salle. Je vais faire très court. Je réponds aux 2 dernières questions. D'abord, Odile, parce qu'elle vient d'Évreux. Donc, voilà. Quand on a été élu d'Évreux pendant 15 ans, forcément, ça crée un attachement très viscéral. Je partage totalement votre idée d'émancipation de l'administration, simplifier l'administration et surtout arrêter que tout le monde se mêle de tout et n'importe quoi. Ça nous simplifierait beaucoup la vie. Éviter que régions, départements, villes, États se mêlent tous de la même chose. Donc je pense que ce grand travail de simplification et d'émancipation administrative, il est d'une urgence absolue. Sur l'emploi des seniors, je vais vous répondre là aussi rapidement et tout aussi franchement. Je ne connais pas de plus grand scandale que d'avoir une nation qui abandonne l'expérience des plus de 50 ans. J'en fais partie. Je sais que certains rêveraient que je débarrasse le plancher, que je ne fasse pas part de mon expérience. Mais moi, je crois à l'emploi des seniors, vous voyez. Je le vois se profiler, donc c'est une conviction collective et personnelle. Plus sérieusement, enfin, franchement, dans une entreprise, dans une usine, chez un artisan, avoir des personnes d'expérience qui continuent à travailler, c'est essentiel. Puis, pardon d'enfoncer les portes ouvertes, mais il me semble qu'en 2023, des personnes de 70, 75 ans, quand elles n'ont pas eu des travaux pénibles, quand elles n'ont pas exercé dans des métiers difficiles, elles gardent toute leur jeunesse d'esprit, toute leur expérience. On n'est plus en 1960, on vit plus longtemps, on a une expérience qui est utile, il faut savoir en faire profiter les autres. Il y a en France une difficulté, mettons les choses très concrètement sur la table. Nous sommes le seul pays de l'OCDE où l'assurance chômage sert à faire le pont entre la fin de son activité et la retraite. Le seul. Donc si on veut régler ce problème de l'emploi des seniors, on ne le fera pas uniquement à coup de pénalités et à coup de sanctions. Il faut qu'on ait le courage d'aller au bout de la réforme de l'assurance chômage pour que l'assurance chômage ne serve pas aux entreprises de pont entre la fin de son activité et la pension de retraite. Merci beaucoup. Je vais répondre au sujet des émeutiers, si vous voulez bien, monsieur. Je suis désolée, je ne vous vois vraiment pas, mais le cœur y est. La première des réponses, et je vais peut-être vous choquer, hein, mais je l'assume pleinement, et après on pourra peut-être en discuter, mais la première des réponses à apporter aux émeutiers, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait, c'est la justice. C'est un sujet d'ordre et de justice. Je suis désolée, je le redis ici, mais quand on pille, on casse, on brûle, on menace, on ne fait œuvre d'aucune revendication sociale. Aucune. Et je le dis d'autant plus. C'est pas parce qu'on a des difficultés, des fragilités sur lesquelles nous avons répondu depuis tout à l'heure. Nous devons travailler et nous devons continuer vraiment à ne rien nier et à tout mettre sur la table et à continuer à œuvrer ensemble avec aussi bien le monde politique, associatif, mais tout le monde sur l'ensemble des fragilités que rencontre notre jeunesse. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais venir trouver une justification à ce qui s'est passé au mois de juillet, je suis désolée, j'en suis incapable. Nous devons rappeler dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans une France qui a de grandes facilités, qui a encore de grands défis à relever, mais dans un pays où tout est possible. Je ne dis pas que tout est facile, mais tout est possible. Et donc, par rapport à cela, je vais tirer juste très rapidement le fil. Marie, tant que j'ai le micro, elle ne pourra pas me l'enlever. C'est vous dire qu'à l'inverse, il ne faut pas, mais ce n'est pas ce que vous avez fait, monsieur, je vous en remercie, il ne faut pas réduire le sujet de la jeunesse et des ambitions de notre jeunesse, les défis que rencontre notre jeunesse, au simple fait des émeutiers. C'est ce qui a beaucoup été fait dans les médias pendant tout l'été, et je le regrette. Je le regrette vraiment.
Notre jeunesse, oui, elle exprime une colère. Elle exprime une colère et je peux vous le dire, toutes les semaines, je suis en région pour non pas parler aux jeunes, mais pour les écouter. Et tous me disent qu'ils sont en colère. Ils sont dans une colère non violente, mais une colère déterminée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent l'impression qu'ils ne sont pas responsabilisés et qu'ils sont administrés. Je reviens au message de tout à l'heure. Et donc oui, nous devons pouvoir continuer à leur proposer des dispositifs que je vous ai résumés tout à l'heure pour leur montrer que nous ne sommes pas là pour faire pour eux, mais que nous sommes là pour leur apprendre à faire eux-mêmes. Et ça, c'est un sujet. Et c'est pour ça que je me permets de dire, oui, les émeutes, mais parlons plutôt de la jeunesse en général, qui ne sont absolument pas les émeutiers. Alors, avant, puisque le timing nous oblige, je voudrais vraiment chaleureusement remercier Bruno qui, je crois, doit nous quitter. Merci pour cette participation. Je garde les deux autres intervenants. Merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces précisions. Voilà. Alors, avant de reprendre une série de questions, je voulais savoir, peut-être sur la question du numérique, c'est pas totalement des politiques publiques, mais peut-être, Moussa, tu as un regard sur le numérique, comment ça sert à l'émancipation, comment est-ce que ça accompagne, ça soutient, voilà, peut-être sur ces éléments. Ouais, le numérique, en fait, il y a deux poids, deux mesures. Hein, parce que c'est aussi un outil qui permet aussi d'avoir accès à l'information, de pouvoir être connecté. Nous, à notre époque, moi j'ai grandi dans l'ère, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet. Et c'est vrai que quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, même quelqu'un de connu, c'était difficile d'interpeller des gens et tout. Et les réseaux sociaux, ça permet ça aussi. Je me rappelle, nous, quand on avait des dissertations à faire, il fallait qu'on aille à la bibliothèque, regarder et refaire un travail de recherche. Aujourd'hui, juste avec l'accès à son smartphone, on a la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus d'informations. Après, c'est l'usage. Pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait des réseaux sociaux, d'Internet, du téléphone. Moi, j'ai une lecture un peu... Voilà, c'est quelque chose qui permet d'accélérer les choses. Et il faut vivre avec ce changement-là. Il faut juste que, finalement, mieux renseigner et informer les plus jeunes. Et surtout, ça, c'est un outil aussi... on parlait d'émancipation. Ça peut être aussi, pour beaucoup de jeunes, un outil d'émancipation. Il y a combien de jeunes, grâce à leur téléphone, grâce aux réseaux sociaux, ils réinventent des métiers, ils réinventent une manière de communiquer, ils réinventent une manière aussi de pouvoir aussi s'engager. Parce qu'on le voit aujourd'hui, quand il y a une cause qui touche, avec une vidéo, on peut aussi mobiliser un certain nombre de personnes pour une cause noble. Et ça, aujourd'hui, il faut savoir l'utiliser et s'en servir, je pense. Après, juste pour rejoindre un peu et répondre un peu à la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on fait sur les jeunes et pour les jeunes ? Moi, je pense que ce qui s'est passé au mois de juillet avec les émeutes, c'est... je prends toujours l'exemple d'un feu de forêt. Quand il y a un feu de forêt, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est d'éteindre l'incendie. On éteint l'incendie. Une fois que l'incendie est maîtrisé et éteint, on regarde les causes de l'incendie. On détermine les causes. Est-ce que c'est un incendie volontaire, involontaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et une fois qu'on a déterminé les causes, on trouve des solutions pour plus jamais que cet incendie se repasse. Et c'est pareil pour ce qui s'est passé en juillet dans nos banlieues, où il y a eu une explosion. Il fallait que la justice passe, que ceux qui ont fait des faits de délinquance soient sanctionnés. Et c'est tout à fait normal. Et personne ne peut être contre ça. Mais c'est derrière comprendre ce qui s'est passé et de faire en sorte que dans 5-10 ans, que ça ne se reproduise plus. On a eu les émeutes de 2005. On a vu en 2023, les émeutes étaient beaucoup plus violentes. Parce que j'ai l'impression que plus les mouvements sont minoritaires, plus ils sont violents. Et en réalité, c'est une minorité de jeunes qui ont agi. Moi, les jeunes qui étaient engagés dans des associations, des jeunes qui étaient dans des structures ou autres, ils n'ont pas participé à ces émeutes. Et c'est ça qu'il faut regarder. Mais maintenant, c'est comment après ça, on fait en sorte que ça ne se passe plus jamais. Et c'est là, je pense, que le sujet des réponses qui ont été apportées, et qu'il faut que ça soit politiquement, des réponses soient apportées,
et des réunions, de regarder, de discuter avec ces jeunes et de voir comment on arrive à pallier à ça. Et c'est pour ça que l'émancipation des jeunes, de leur remettre la confiance, de leur donner ce sens de responsabilité, c'est hyper important. Et c'est vrai que parfois, quand on est jeune, on a l'impression qu'on ne nous fait pas confiance, qu'il faut avoir un certain âge pour pouvoir prendre des responsabilités. Et c'est ça qu'il faut démontrer, c'est que plus on va responsabiliser les jeunes, plus ils vont prendre en main leur destin et plus ils vont prendre en main ces sujets-là. Et du coup, ça évitera en quelque sorte que ces faits se reproduisent. Mais c'est tous ces dispositifs qui sont en train de se mettre en place qui prendront du temps pour régler ces problèmes. Et que ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. Mais prenons le temps pour pouvoir le faire. On va prendre encore une salve de questions. Après, on va devoir libérer la salle. Je suis désolée. Alors, il y a monsieur et monsieur devant qui me font coucou depuis tout à l'heure avec insistance. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je passe la parole. Allez-y, monsieur, et ensuite votre voisin. Pierre Fumolo, je suis médecin cancérologue et directeur scientifique du Cancéropole Est. Je voudrais revenir sur le problème de l'émancipation et santé. Avec 2 exemples, vous dites que la filière en santé pose problème, on a des problèmes de ressources humaines. Donc globalement, il y a un taux d'employabilité très important. Mais si vous mettez en parallèle la rémunération, en particulier dans le secteur public, je ne suis pas sûr qu'on soit très attractif. Alors je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez faire de l'avenir ? Et deuxième chose, qui était ce qu'a discuté Monsieur le Ministre, l'industrie du médicament en France n'existe pratiquement plus. Nous avons des génériques qui sont fabriqués en Chine, en Inde, avec des pénuries que vous connaissez. Si on prend les thérapies innovantes, elles sont plutôt fabriquées maintenant dans les pays anglo-saxons. Là aussi, je pense qu'il y a une vraie piste. Ça permettra de créer des emplois, d'éviter que nos jeunes aillent dans des pays anglo-saxons pour continuer leur recherche. Je vous rappelle que les 2 prix Nobel de physique actuellement sont partis, l'une en Suède et l'autre aux États-Unis. Donc je crois que ce sont des pistes importantes. Qu'en pensez-vous ? Alors, allez-y, monsieur, si vous voulez juste bien vous lever, voilà. Oui, je vais essayer d'être rapide parce que je pense que vous avez faim. C'est plus un témoignage que je vais vous apporter. Moi, j'ai 2 jeunes de 15 et 20 ans. Tout ce que vous avez dit, c'est très bien. L'apprentissage, les plus, je ne sais pas combien de pourcents que vous avez obtenus, Madame Thévenot, c'est très bien. Mais moi, j'arrive pas à leur vendre. J'arrive pas à leur vendre ça à mes jeunes, à mes 2 gamins, parce que quand ils allument la télé, désolé, je vais peut-être faire un petit peu de démagogie, mais ils voient un monde de pire en pire, de la crise partout. Ils se posent la question, comment je vais avoir mon premier logement ? Ils ont l'extrême gauche qui leur tend la main. Ils ont, pardon, j'ai une petite liste, excusez-moi, je vais me faire aider. Ils sont climato-sceptiques. Enfin, ils sont pas climato-sceptiques, ils sont climato-anxieux. Ils veulent même plus faire d'enfants pour certains. Je pense qu'il faut vraiment un grand plan jeunesse. C'est pas plus 57% qu'il faut. C'est beaucoup plus que ça, parce que je pense que la jeunesse, elle est beaucoup plus en souffrance que vous ne le pensez. Alors, je peux prendre madame là-bas qui se lève. Allez-y. Et ensuite, madame là. Je suis désolée, je fais 2 hommes, 2 femmes. C'est pour être équitable. Bonjour et merci pour ces brillantes interventions. Il y a 2 thématiques qui ont attiré mon attention. La thématique du mentorat. C'est un très beau concept, on en parle depuis quelques années, Elisabeth Moreno elle en a parlé, mais comment on fait pour bénéficier? Parce que moi j'ai voulu bénéficier de ce dispositif, j'ai écrit mais j'ai jamais eu de réponse. Je suis cadre de santé, je me suis pas présenté, dans le bureau départemental 93 Renaissance, je fais partie du bureau départemental 93 et je suis conseillère municipale à Neuilly-sur-Marne. Donc je me sens concernée par ces différentes thématiques, le mentorat, dans un premier temps. Et par rapport au chômage, j'ai aussi été au chômage. On a parfois l'impression que les personnes qui sont au chômage s'y plaisent. Moi, je ne m'y plaisais pas. Au bout de 2 mois de chômage, j'ai eu un écrit du Pôle emploi pour me demander, en fait on me contrôlait, pour savoir si j'étais vraiment à la recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Mais aucun accompagnement, on m'a jamais proposé, j'ai pas eu d'offre d'emploi par rapport à mon degré de compétence, mais c'était plus une surveillance. Donc, qu'est-ce que vous proposez aussi par rapport à ça? Merci. Attends, je vais juste prendre madame, qui est juste... si vous voulez bien vous lever, madame. Oui, c'est vous. Voilà, absolument. Hop, qu'on puisse vous identifier pour le micro. Ouais. C'est la dernière question, Aurélien.
Merci. Virginie, je suis conseillère départementale des Hautes-Pyrénées. Et donc, j'ai présidé pendant 6 ans la mission locale. Donc, ce sont des jeunes, c'était à l'époque de 18 à 25 ans. Donc, aujourd'hui, c'est à partir de 16 ans. Et c'est une excellente chose parce qu'on avait cette tranche d'âge 16-18 ans qui nous échappait et qui n'était ni à la mission locale, ni nulle part d'ailleurs, hein, et qui glandouillait. Et vice-présidente à l'insertion. Donc, j'avais les 5000 bénéficiaires de RSA. Alors, aujourd'hui, mon expérience, ce que j'ai remarqué dans ce département, petit département de 250 000 habitants, c'est que les employeurs, il n'y a que 20% d'emplois qui sont au pôle emploi. Et donc, ils utilisent d'autres méthodes. Et donc, nous avons créé une plateforme AP Actif où nous avons rencontré ces employeurs pour qu'ils déposent leur emploi et que les bénéficiaires de RSA puissent avoir accès à cette plateforme. Et ce n'est pas sur les diplômes, mais sur les compétences. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme. Si vous êtes un bon peintre, s'ils cherchent un peintre, on leur dit, voilà, vous avez quelqu'un qui sait peindre et est obligé qu'il ait ce diplôme. Donc, c'est sur les compétences que les emplois... Voilà. Mais on se rend compte tout de même que ceux qui ne sont pas bénéficiaires de RSA, ils ont beaucoup de mal à trouver d'emploi. Et les employeurs, aujourd'hui, nous avons 500 emplois. Il y a pas on a de l'offre, mais on n'arrive toujours pas dans hors RSA et hors Pôle emploi, c'est quand même assez compliqué et voilà, donc et c'est un problème qui existe vraiment. Alors très rapidement pour l'installation des jeunes, là aussi c'est un gros problème et c'est un parcours de combattant. Vraiment rapidement s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Alors ils font c'est du pratico-pratique de mes responsabilités. Donc ils vont chambre de commerce, puis URSAF, puis je sais pas où, et après on leur fait 2 heures de formation, mais quand ils s'installent, ils connaissent rien dans un budget de comment on monte une boîte, etc. Ils ne savent pas comment on fait un bail. Et donc, quand il faut ce fameux 3, 6, 8, au bout d'1 an, quand l'entreprise ne marche plus, ils ont 2 années de loyer qu'ils doivent payer parce qu'ils avaient signé 3 années de bail. Donc là, il faut avoir les parents derrière. Et donc, vous n'êtes pas encore arrivé dans les Hautes-Pyrénées, donc on aura franchement besoin que vous venez. Mais 2 heures pour former des jeunes à créer une boîte, c'est vraiment trop peu. Et monsieur le maire est parti, il commence déjà à payer des impôts de ceci et des impôts de cela, alors qu'ils n'ont même pas, ils ont 0 sous de chiffre d'affaires. Et enfin, milieu rural. Ouais. Vous avez parlé de mobilité, mais il n'y a pas que la mobilité qui est un frein, il y a aussi garde d'enfants. D'accord, on va vous donner les éléments. Alors, très rapidement, sur le sujet du médicament et du monde du soin, oui, un grand oui, monsieur, je ne vais pas vous dire non. Et je ne vous le dis pas aujourd'hui avec ma nouvelle casquette, mais avec l'ancienne casquette de parlementaire, mais aussi ma casquette de tous les jours, celle effectivement de maman, de mère de famille, de femme. Oui, nous avons un enjeu effectivement de reprendre notre indépendance sur l'enjeu du médicament. Premier point. La crise sanitaire s'est rappelée à nous d'une façon assez violente et on n'a pas eu le choix que de nous ressaisir de cet enjeu-là. Parce que si je me souviens bien, Marie, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je crois qu'il y avait sur les 10 médicaments les plus utilisés par les Français, ils étaient tous produits ailleurs. Même pas qu'en France, qu'en Europe. Donc sur ça, on a effectivement... utiliser aussi de façon très importante et massive tout le dispositif France Relance et le plan de relance pour réinvestir aussi bien sur notre territoire. Et là, je pense que vous allez peut-être la voir sur des tables rondes ou tout à l'heure, Agnès Pannier-Runacher a énormément œuvré dessus pour réindustrialiser la filière pharmaceutique française et européenne. Parce que sur certains sujets, et Thierry Breton, tu as raison, et sur certains sujets, il faut accepter qu'on avance en européen. On sera d'autant plus fort et d'autant plus puissant. Donc sur ça, oui, un grand oui, et c'est pas simplement des paroles que je vous dis, ça a été mis en place dès la crise Covid. Sur l'enjeu du monde médical et des femmes et des hommes qui opèrent ce monde médical, oui, il y a un manque d'attractivité parce qu'il y avait une déshérence et donc finalement peut-être un manque de reconnaissance, il faut le dire de façon très claire. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, des augmentations qui ont été mises en place, des revalorisations qui ont été mises en place. Maintenant, il faut aussi rappeler que je pense qu'il y a une structure aussi qu'il faut pouvoir revoir sur un certain nombre de sujets. Notamment, il y a un certain nombre de PPL, de propositions de loi, et là, je reprends ma casquette d'ancienne parlementaire, qui ont été dans ce sens-là. Je parle par exemple du travail qui a été fait par la députée Stéphanie Rist,
qui est la rapporteure du budget du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous devons continuer à avancer, aussi bien d'un point de vue gouvernemental, mais aussi au travers des initiatives parlementaires, parce que les initiatives parlementaires permettent aussi de venir combler des trous dans la raquette qui, de temps en temps, finissent par enrayer complètement le système. Donc on pourra effectivement en parler plus longtemps après. Monsieur, sur le sujet des jeunes et de vos jeunes, excusez-moi si j'ai été pas très claire, hein. J'ai jamais dit que les jeunes n'avaient pas de problème. Non, mais je préfère le redire. Bien sûr qu'ils ont des sujets. Sinon, je pense que sinon je ne serais pas là où je suis et je ne serais pas en train de me mobiliser. Et je peux le dire maintenant que Bruno Le Maire n'est plus là, pour en plus avoir des budgets supplémentaires. Mais les budgets supplémentaires, oui, ils sont importants, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. L'enjeu que nous avons aussi, c'est peut-être de pouvoir effectivement rappeler ce qu'on fait, mais c'est pas rappeler ce qu'on fait pour se faire péter les bretelles et dire circuler, il n'y a plus rien à voir, pas du tout. Mais c'est pour ça que je continue à le dire, je me suis très proche du milieu associatif et aussi je fais beaucoup de déplacements en région, parce que nous sommes sur certaines politiques publiques avec d'énormes trous dans la raquette. Et je le dis de façon très claire. Alors j'entends effectivement, quand vous me dites... la LFI leur tend la main. Oui, la LFI leur tend la main, très bien. Mais elle propose rien, mais vraiment. Et je le dis de façon très claire en tant qu'ancienne parlementaire. Ils crient beaucoup, mais ils ne font pas beaucoup. Donc une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire super, mais ça ne suffit pas. Eh bien, l'autre démarche, c'est effectivement peut-être pour vos jeunes, je ne sais pas où vous êtes, mais de temps en temps, et je le dis en prenant ma part, encourager aussi à éteindre la télé et à aller voir le milieu associatif. Sur le sujet du mentorat. Non, c'est pas une solution, ça en est une. Ça en est une, je suis désolée, il n'y aura pas la solution miracle, monsieur. Je vais finir. Alors c'est peut-être justement plein de micro-solutions qui vont participer au bout du jour à apporter des réponses. Et je suis désolée de vous dire, je ne vous dirai pas la phrase miracle qui sera la mesure miracle. Je pourrais inventer un truc et faire du populisme, je le ferai pas parce que c'est pas ce qui apportera une solution au bout du jour. Oui, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui et sur lesquels nous devons continuer à avancer. Le mentorat, l'apprentissage, l'alternance, la capacité à redynamiser et à faire de nos filières professionnelles des filières d'excellence. Sur le sujet du logement, je suis complètement d'accord avec vous. Le parc social aujourd'hui ne permet pas à nos jeunes d'y avoir accès. Eh bien, nous y travaillons aussi de façon très claire, notamment sur le fait que souvent dans le parc social, on a des F4, des F5. Pardon, mais les jeunes, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent, ils peuvent pas. Donc nous devons aussi pouvoir revoir certains critères sur la composition du parc social. Donc c'est pour ça, encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas pour être désagréable, c'est pas notre but, on est tous là pour faire en sorte que nous allions mieux et que nos jeunes aillent mieux. Je dis simplement qu'il faut aussi accepter, peut-être, mais c'est ma vision et j'ai pas de problème, qu'il n'y aura pas de solution miracle. Ça sera un certain nombre de petits dispositifs qui, mis bout à bout, pourront exister. Sur le sujet le travail, le chômage, le pôle emploi, etc. Je vous rejoins complètement, madame. J'ai moi-même été au pôle emploi et je sais que le pôle emploi, c'est un monde merveilleux où c'est l'univers des pas possibles. Donc, je m'en souviens très, très bien. On est en train de travailler, et là, je laisserai peut-être Marie en parler, sur le dispositif France Travail. C'est pas simplement pour mettre un nouvel objet marketing, de façon très claire, c'est pas du tout ça. Mais c'est justement pour avoir ce maillage beaucoup plus local, beaucoup plus territorial, faire que les bassins économiques soient aussi partout sur le territoire, sur les zones rurales, sur les zones urbaines, QPV, etc. Et donc là, c'est retravailler à l'échelle d'un territoire tout ce qui peut être mis en place pour une personne et pas simplement être dans la logique, je sais pas si madame est encore là, la logique administrative. Viens cocher, je me souviens, viens cocher à la fin du mois sur le site internet que effectivement je coche que je suis toujours en recherche. Super, mais en fait tout le monde est en recherche. Personne ne se satisfait d'être dans le non-emploi. Personne ne se satisfait de cela. Et effectivement, nous devons pouvoir continuer à avancer sur concrètement ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens qui passent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, par le pôle emploi un jour, ça arrive. Eh bien, soit un moment où peut-être soit on se reforme, soit on fait de la mobilité, mais en tout cas, on trouve une solution au bout du jour. C'est tout l'enjeu du travail parlementaire qui va avoir lieu là. N'hésitez pas aussi à vous en saisir pour poser des amendements, pour faire des propositions à vos élus, à vos parlementaires. Ils sont là, je le dis en tant qu'ancienne parlementaire, ils sont là pour ça. Donc voilà. Et sur le sujet des compétences, oui, nous devons pouvoir continuer à travailler sur les compétences et revoir peut-être la logique aussi du CV, non pas pour venir en concurrence sur les savoirs fondamentaux, mais peut-être revoir aussi les compétences liées au monde associatif, liées à l'engagement, etc., qu'on doit pouvoir faire valoriser dans les CV. Mais sur ça, je pense que Moussa en parlera beaucoup mieux que moi. Merci, Prisca. Non, c'est juste pour répondre à la dernière question de la dame.
Ouais, vous disiez, ouais, en 2 heures, c'est vrai qu'on n'apprend pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas possible, c'est impossible. Même en 1 mois, c'est très compliqué de donner les outils, et surtout à des jeunes qui se lancent. Et du coup, nous, ce qu'on fait au quotidien chez les Déterminés, c'est un accompagnement de 6 mois en présentiel, à temps complet. Pendant 6 mois, on est avec eux. Ils ont les meilleurs experts en qualité. C'est-à-dire, on ne va pas regarder, il y a des jeunes, des moins jeunes, on ne va pas regarder le diplôme. On va juste regarder la capacité à l'entrepreneur de se projeter. Et derrière, il faut aussi en face que les intervenants ou les formateurs soient aussi un bon niveau, un très bon niveau pédagogique pour expliquer simplement à des gens qui vont se retrouver dans un programme où certains seront diplômés, d'autres pas diplômés, d'autres une expérience entrepreneuriale, d'autres pas d'expérience entrepreneuriale. Mais in fine, à l'issue de ces 6 mois, il faut qu'ils soient en capacité de comprendre un modèle économique, qu'ils soient en capacité aussi de présenter leurs projets et les opportunités de développement de leur entreprise. Et derrière, on les accompagne. Quel statut juridique? C'est ça qui est important. Là, les jeunes, en l'occurrence, peut-être qu'ils ont créé peut-être avant même d'avoir structuré le projet. Et ce qui se retrouve quand vous créez une entreprise, vous êtes obligé de payer un certain nombre de charges, c'est-à-dire l'URSSAF. Bon, il y a toujours des réductions quand on démarre pendant 1 an, mais c'est vrai que c'est à des coûts. Donc c'est aussi l'accompagnement des chambres de commerce. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir là-dessus, parce que eux, ils vous donnent un peu des informations sur la création d'entreprise, mais ils vous accompagnent pas. Et un accompagnement, c'est payant. C'est pour ça que nous, on essaye avec les Déterminés de le rendre gratuit et d'aller le plus possible partout où on peut y aller. Malheureusement, on est une petite équipe, on ne peut pas être partout en France. On aura l'ambition, j'espère, avec le programme Quartier 2030 qui va permettre de déployer notre action un peu partout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui parfois ont des idées. Aujourd'hui, quand on regarde, 1 jeune sur 2 veut être entrepreneur. Donc il y a vraiment une vraie volonté des jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'il y a les seuls, c'est compliqué. Nous, ce qu'on conseille, c'est toujours de se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs d'accompagnement, les grands réseaux d'accompagnement qui accompagnent, et parfois, ils ne sont pas connus. Les gens n'ont pas l'information qu'ils peuvent se faire accompagner. Et du coup, ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous, en tant que réseau, qu'on arrive à mieux travailler en synergie avec l'ensemble de l'écosystème de la création et de l'accompagnement à la création d'entreprises, qui peut aussi permettre d'aller toucher un certain nombre de jeunes partout où ils se trouvent. Et après, voilà, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, c'est aussi prendre ceux qui se lancent. Il faut qu'ils soient conscients. Nous, on le dit tout le temps à tous les entrepreneurs. Croyez pas que finalement, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a une réussite garantie. Non, être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est aussi accepter les risques d'échouer ou peut-être réussir. Mais malheureusement, tous les entrepreneurs ne réussissent pas. Mais en même temps, plus ils sont accompagnés, mieux c'est, parce que même quand ils ne réussissent pas, ils peuvent pivoter, ils peuvent rebondir, ils peuvent aussi aller vers l'entreprise en tant que salarié, mais avec un autre état d'esprit. Et ça aussi, c'est important. Et c'est ça, dans la pratique entrepreneuriale, quand on parle d'entrepreneur, on ne parle pas juste entrepreneur pour monter sa boîte. Derrière, c'est des qualités qui en ressortent, et ça permet d'être entrepreneur de sa propre vie. C'est ça, être entrepreneur, en vrai. Merci beaucoup, Moussa. Je suis désolée parce qu'il y avait encore des questions et on est obligé de conclure. Peut-être juste un mot, je profite de ce que Prisca a dit pour dire, en parlant du projet de loi sur France Travail, l'Assemblée nationale est un lieu ouvert, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, et vous êtes le bienvenu. Si vous souhaitez écouter des débats parlementaires, venez voir comment ça se passe, venez voir à quel point on souffre avec la présence de la France insoumise. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ceux qui n'ont pas de député de la majorité, écrivez à n'importe quel député du groupe majoritaire pour assister à une séance. C'est sur invitation c'est les parlementaires qui vous enregistrent dans les logos dans le site de l'Assemblée nationale. Mais vraiment, vous êtes le bienvenu. C'est un lieu ouvert, et moi je crois que c'est absolument fondamental, et notamment pour le monsieur qui avait ses jeunes, que je crois qu'il nous a quittés, mais malheureusement. Mais si vous avez des enfants, amenez-les aussi. C'est important de leur montrer comment ça fonctionne, nos institutions, si on veut que ce soit aussi un moment des citoyens éclairés. Un grand merci à monsieur Moussa Camara, un grand merci Prisca Thévenot pour vos interventions, et merci pour vos questions. J'espère que vous avez trouvé ces débats enrichissants. Merci beaucoup.